La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des conférences du Centre national de la littérature pour la jeunesse, la pédopsychiatre Caroline Nelly-Hechef relit l'œuvre de la comtesse de Ségur en la confrontant à ses souvenirs d'enfance et à sa pratique professionnelle. Je suis très agréablement surprise. Je me disais en venant ici sous la pluie que ça allait être un petit peu compliqué, mais pas du tout. Est-ce que dans cette salle, quelqu'un n'a jamais lu La Comtesse de Ségur ? Je ne demande pas qui. Vous n'avez jamais lu. 3 personnes qui n'ont jamais lu La Comtesse de Ségur. Et est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui l'ont relue à l'âge adulte ? Ah oui, quand même. Très bien. Alors, pour commencer, je vais vous situer le contexte de ce livre. Alors, je ne suis pas historienne. Je n'ai pas écrit une biographie de la comtesse de Ségur. Ce livre est un livre de commande. Chez Gallimard, François Sureau a lui-même écrit un premier livre qui s'appelle Ma vie avec Apollinaire. Lui-même en a tiré l'idée après avoir lu le livre d'Emmanuel de Varesquiel qui s'appelle J'ai tant vu le soleil. C'est sa vie avec Stendhal. Donc voilà, il y avait deux livres comme ça. Antoine Gallimard demande à François Sureau s'il veut diriger une collection, ce qui n'est pas tout à fait son métier, mais il accepte, comme beaucoup de choses. Et donc, il faut des auteurs. Nous sommes en vacances. Les 2 familles sont en vacances, il y a plein d'enfants, on est autour de la table, et il dit et toi Caroline, si je te demandais d'écrire un livre, qu'est-ce que tu écrirais ? Est-ce que tu écrirais Ma vie avec Freud ? Je dis ah non, Ma vie avec Freud, c'est trop compliqué. Et comme ça, absolument sans réfléchir, je dis Ma vie avec la comtesse de Ségur. Et les enfants, alors tous les enfants qui étaient là l'avaient lu et disent oui, vas-y, etc. Et donc voilà. Alors à l'époque, je n'avais absolument jamais relu La Comtesse de Ségur, et pour vous dire à quel point j'étais ignorante de sa vie et tout ça, pour moi La Comtesse de Ségur et la Marquise de Sévigné, c'était à peu près la même chose. Voilà. Et donc il a fallu que je fasse un long travail pour d'abord pour découvrir qui était la Comtesse de Ségur, alors que j'ignorais absolument tout, et ensuite pour lire son œuvre, alors pas du tout comme je l'avais lu enfant. Donc son œuvre complète a été maintenant rééditée. Elle est dans la collection bouquins en 3 volumes. J'ai lu ça comme dans l'enfance, je lisais, quand je commençais à lire Balzac, je lisais tout Balzac, tout Zola, etc. Donc j'ai lu toute La Comtesse de Ségur et j'ai découvert évidemment une œuvre. Enfin, pas évidemment, c'était justement au départ, je ne savais pas ce que j'allais découvrir. Et j'ai eu à la fois, c'était très surprenant parce que enfant, je n'avais pas tout lu. J'en connaissais certains, mais d'autres que je n'avais pas lu tout simplement. Et surtout quand on le lit dans la continuité, effectivement, on a ce sentiment d'une œuvre. Et aussi, ce qui est très, très amusant, c'est que elle écrit, à mesure que ses petits-enfants grandissent, les personnages de ses livres grandissent également. Autrement dit, à la fin, il n'y a plus un seul enfant, il n'y a plus d'enfants du tout. Ce sont des jeunes gens et des jeunes filles qui entrent dans l'ère industrielle. C'est totalement passionnant et c'est tout à fait comparable au livre de ses contemporains. Alors évidemment, elle souffre du fait d'être une femme et d'avoir écrit pour enfants, donc c'est considéré comme mineur. Et donc, elle n'est pas dans la Pléiade, elle est dans la collection bouquins, etc. Mais vraiment, la relire aujourd'hui, avec nos yeux d'aujourd'hui, et surtout dans la continuité, franchement, ça vaut la peine. Alors, le principe de cette collection explique, premièrement, qu'il ne s'agit pas d'une biographie, et deuxièmement, autre chose, c'est Ma vie avec. Donc il s'agissait, c'est le principe, c'est pas moi qui tout d'un coup ai décidé de parler de moi, c'est le principe de la collection que j'ai bien sûr accepté, qui était de faire des allers-retours, c'est-à-dire qu'est-ce que ça évoque quand je lis ça, qu'est-ce que ça évoque, soit dans ma vie personnelle, soit dans ma vie professionnelle. Alors ma vie personnelle est quand même assez éloignée de cette... Elle est déjà éloignée dans le temps,
ne vis pas au 19e siècle, j'ai pas du tout les mêmes origines, etc., etc. Il y a quand même éventuellement, en tout cas, ça me fait penser à des choses, voilà. Quant à ma vie professionnelle, alors oui, là, ça me fait penser à énormément de choses, parce que elle est cataloguée littérature pour enfants, et je découvre qu'à l'époque, évidemment, c'est lu, enfin c'est en principe destiné à ces petits enfants, mais avant de donner un livre à des petits enfants, ce sont les adultes qui lisent les livres, et en particulier les parents. Donc, j'ai pris l'hypothèse, voilà, c'est mon idée, peut-être c'est faux, peut-être c'est juste, je n'en sais rien, que en réalité, enfin pas en réalité, d'abord elle écrivait pour les adultes. Pour les parents des enfants, et qu'elle avait un message à leur faire passer. Alors, qu'est-ce qui me fait penser ça? C'est que avant d'écrire tous les livres que vous connaissez, elle a écrit un livre sur la santé des enfants, c'est-à-dire que la santé des enfants lui importait énormément. La santé et l'éducation. C'était vraiment, voilà, c'est ça qui l'intéressait. Donc effectivement, le livre sur la santé s'adressait évidemment aux adultes, et on peut tout à fait penser que les autres livres s'adressaient d'abord aux adultes, que c'était en quelque sorte, de façon détournée, des précis d'éducation. Effectivement, quand on les étudie en détail, aujourd'hui, je considère que c'est tout à fait des précis d'éducation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà de la vie de la comtesse? Pour vous dire que vraiment, je n'en savais strictement rien, et je suppose que vous n'êtes peut-être pas si nombreux à savoir qui elle était. Vous aurez remarqué que c'est comtesse de Ségur, née Rostopchine. Donc elle est russe, et elle tenait absolument à ce que sur les couvertures de ses livres, on mette la comtesse de Ségur née Rostopchine, ce qu'elle n'a obtenu, ni qu'il y ait la comtesse de Ségur, ni qu'il y ait née Rostopchine. Hein, à l'époque, l'auteur ne comptait pas tellement. Ce qui comptait, c'était la bibliothèque rose. Et ce n'est évidemment que plus tard qu'on a mis le nom de l'auteur, mais elle voulait que ça soit non seulement sur la couverture, mais sur la tranche. Elle ne l'a jamais obtenu, mais elle y tenait énormément. Donc, elle est née en Russie, elle est née en 1799, autant dire 1800 pour la situer dans le enfin, elle n'est pas née en 1800, elle est née en 1799, évidemment au 19e siècle. Elle est la troisième enfant d'un couple absolument improbable. Ce couple, c'est Fédor Rostopchine, qui est quelqu'un qu'est-ce qu'on peut dire, le russe tel qu'on l'imagine, quelqu'un probablement très séduisant, quelqu'un qui aimait écrire, qui a beaucoup écrit, quelqu'un qui a fait une carrière, et qui aurait pu se marier avec qui il souhaitait, et qui a choisi, car il l'a véritablement choisi, une des sœurs Protassov, qui était à la cour de Catherine II, et qui était une femme austère, très austère, apparemment sans beaucoup de charme, mais elle lui a plu. Ils se sont mariés, et il lui a fait beaucoup d'enfants, comme ça se passait à l'époque. Elle est donc la troisième. C'est une petite fille très vive, très insolente. C'est trop, parce que les enfants ne peuvent pas être insolents à cette époque. Une mère extrêmement sévère. Aujourd'hui, on dirait qu'elle a été maltraitée, mais à l'époque, on va dire que tous les enfants l'étaient. Hein, donc, elle n'était pas, elle, particulièrement maltraitée dans cette famille-là, mais elle avait froid en hiver, elle avait faim, elle était punie. Enfin, aujourd'hui, on trouverait ça absolument abominable, mais encore une fois, je crois qu'il faut se garder de juger avec nos yeux d'aujourd'hui. Tous les enfants étaient élevés comme ça à l'époque, et donc elle s'en est, disons, pas trop mal sortie. Leur mère avait une obsession, on va dire, elle avait plusieurs obsessions.
la famille vivait dans un immense château aux environs de Moscou avec, je crois, 1 millier de serfs qui les servaient. Hein. Mais c'est cette mère qui élevait, c'est elle qui élevait les enfants. Elle leur parlait toutes les langues, elle leur a appris toutes les langues sauf le russe, qui était la langue des serfs. Donc c'était la langue qu'il ne fallait pas parler. Donc ces enfants parlaient anglais, français, italien, éventuellement allemand. Je ne suis pas sûre de l'allemand. Les garçons étaient élevés par des précepteurs et les filles n'avaient aucune éducation, mais en assistant aux leçons des garçons, c'est comme ça que par la bande elles apprenaient des petites choses. Mais il n'y avait pas d'éducation particulière pour les filles qui étaient donc destinées à se marier et avoir beaucoup d'enfants. C'était l'époque, hein, c'est pas, je ne le dis pas de façon critique, c'était comme ça. Alors, cette mère avait une obsession, c'était de faire nettoyer les parquets par les serfs, donc qui passaient leur vie à nettoyer les parquets, et elle avait une autre obsession, elle avait des oiseaux, une volière absolument impressionnante, et elle donnait des animaux vivants à ces oiseaux. Voilà, elle passait son temps à ça. Elle avait une autre obsession, c'était, alors à un moment, elle s'est convertie au catholicisme. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, les jésuites qui avaient été expulsés de pays comme la France se retrouvaient, pour certains d'entre eux, en Russie, étaient extrêmement appréciés, en particulier pour l'enseignement. Donc, pas seulement qu'en France, il y a eu des écoles de jésuites, ils sont partis également en Russie, et nombre de femmes russes de l'aristocratie se sont converties. Ce qui était, alors, pas très bien vu, on va dire, puisque le tsar était en même temps, enfin, c'est lui qui dirigeait qui dirigeait la religion, et donc changer de religion, c'était également être contre le tsar. Donc ça posait un petit problème. Voilà, donc l'obsession de cette femme était d'abord, elle s'est convertie elle-même, son mari n'était pas content du tout, et elle a eu pour autre obsession de convertir sa famille, voire la Russie tout entière. C'était quand même une vaste ambition, mais elle s'y est attachée. Pour la comtesse de Ségur, ça s'est passé de la façon suivante, car elle s'est convertie. À l'âge de 15 ans, la famille était dans une propriété d'amis de la famille. La jeune fille se promène dans un parc et la pluie commence à tomber. À ce moment-là, elle s'abrite, voilà, il y a un endroit où s'abriter, et s'abrite également un jeune homme, qui était un jeune homme de l'aristocratie, qui était également invité, et les jeunes gens échangent quelques mots. Passe devant ce kiosque, ça s'appelle un kiosque, une dame assez âgée qui voit les deux jeunes gens échanger quelques mots, qui rentre en vitesse au château et qui dit « c'est affreux, c'est abominable, ces jeunes gens se sont parlé, etc. etc. » Donc, Sophie rentre, voilà, la pluie s'est arrêtée, elle rentre, et à ce moment-là, sa mère fait, on va dire, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais elle fait une immense crise d'hystérie. Elle injurie sa fille devant tout le monde, et elle fait une crise d'hystérie qui ressemble à une crise d'épilepsie. Enfin bref, c'est le drame absolu. Le jeune homme est renvoyé. Sophie ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Elle est enfermée dans sa chambre. Elle perd la voix. Le lendemain, la famille s'en va, retourne chez eux. Sophie est enfermée pendant 3 jours dans sa chambre, ne mange plus, ne boit plus, ne parle plus, sans vraiment comprendre ce qui justifie cette colère.
Et au bout de 3 jours, la mère entre dans la chambre avec un prêtre et elle sort triomphante en disant « ça y est, elle s'est convertie ». Quand le père Fédor rentre, il est pas content. Il n'est pas content de l'épisode du kiosque. Il n'est pas content de cette conversion, évidemment. Mais voilà, il dit pas grand-chose. Il semble. Alors ensuite, la mère de Sophie a encore 2 autres enfants qui vont mourir assez jeunes, ce qui n'est pas non plus exceptionnel à cette époque. L'un d'une diphtérie, l'autre est une enfant qui est morte peu après la naissance. Mais Fédor pense que, en réalité, c'est une punition. Compte tenu de cette conversion, la famille est punie en ayant ses enfants morts. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Il y a le fameux incendie de Moscou. Napoléon arrive aux portes de Moscou. Fédor c'est lui qui dirige la ville de Moscou. Et pour empêcher Napoléon de conquérir cette ville, il déclenche le fameux incendie de Moscou. Donc la ville brûle. Fédor a pris soin d'éloigner sa famille. La ville brûle et pour Napoléon, c'est la défaite suivie de la Bérésina, dont vous avez sûrement entendu parler. À la suite de ça, j'essaie de vous raccourcir un tout petit peu les choses, la famille va émigrer en France. Napoléon a été défait et ils sont plutôt très bien accueillis en France. À ce moment-là, Sophie a 18 ans, elle parle français, elle est belle, elle va passer quelques mois, quelques années. Elle s'est réconciliée avec son père. Elle va s'amuser, on va dire, quelque temps à Paris, avant de rencontrer son mari, Eugène de Ségur. Et Eugène de Ségur, qui a le même âge qu'elle, qui est donc noble, pauvre. Elle est riche, il est pauvre. Ça va jouer un rôle important dans leur vie. Ils ont le même âge et ils se marient assez rapidement. Alors, ils ont le même âge et il est catholique. À l'époque, on ne peut pas se marier si on n'est pas de la même religion. Donc, elle se marie avec Eugène de Ségur, catholique, et sa sœur se marie avec un Russe orthodoxe, à 8 jours de différence. À partir de ce moment-là, elle va avoir des enfants. Elle va avoir 8 enfants en quelques années. Elle n'aimera pas la vie parisienne. Son père va lui offrir un château, le château des Nouettes, qui est en Normandie, où elle vivra la majorité du temps. Son mari est extrêmement volage, il a toutes sortes d'aventures. C'est assez amusant il a toutes sortes d'aventures. Elle est extrêmement jalouse, mais on ne lui connaîtra à cet homme aucune maîtresse officielle, ni aucun enfant illégitime, connu en tout cas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, alors ces maîtresses étaient dans toutes les classes sociales. C'était la bonne, comme on disait à l'époque. Quand je dis la bonne, c'est pas péjoratif, c'est parce qu'à l'époque on parlait comme ça. Ou les amis de sa femme. Enfin bref, il était extrêmement volage. Il revenait aux Nouettes et il lui faisait un enfant. Elle a eu 8 enfants. Et elle les a élevés elle-même, ce qui n'était pas courant à l'époque, c'est-à-dire les filles étaient... les enfants avaient des nourrices, ces enfants n'ont pas eu de nourrice, ils étaient élevés dans ce château et seuls les garçons sont partis en internat religieux évidemment, parce que c'est leur père qui l'a exigé, mais les filles ne sont pas allées au couvent. Elles ont été élevées par leur mère, ce qui était absolument inhabituel pour l'époque. Donc elle avait un grand souci d'éduquer ses enfants et elle a très clairement pris le contre-pied de sa propre éducation. Son éducation était une éducation qui
par beaucoup d'aspects, est comparable à l'éducation que l'on considère être une bonne éducation aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire, ces filles étaient... alors, elles étaient... C'était quoi les idéaux de l'éducation de l'époque n'étaient pas évidemment tout à fait les mêmes. L'épanouissement de l'enfant, c'était pas du tout le sujet. Les enfants devaient être obéissants, bien élevés, ils devaient avoir des principes moraux religieux. Voilà, mais en même temps, elle faisait des fêtes en permanence, elle leur apprenait la charité chrétienne, voilà, elle les enseignait et la vie avait l'air d'être franchement assez agréable, très près de la nature. Voilà, dans tous les livres, vous pouvez voir des descriptions des repas, par exemple, qui sont absolument extraordinaires. Les péchés, la gourmandise, etc., devaient être réprimés, mais de façon proportionnée. Les enfants n'étaient pas battus. Enfin, c'est une éducation qui n'était pas du tout celle qui était pratiquée à l'époque. Donc là, elle avait vraiment, voilà, elle pouvait observer beaucoup de choses. Et dès cette époque, elle écrivait des contes pour ses enfants qui n'étaient absolument pas destinés à être publiés. De toute façon, une femme de l'aristocratie ne publiait pas, ne devait pas gagner d'argent, etc., etc. Voilà, donc pendant toutes ces années, elle a des enfants. Sa dernière enfant, Olga, n'était pas elle dit, on pense que les premiers enfants étaient évidemment des enfants désirés, surtout l'aîné, Gaston, qui était destiné à la pairie. Donc il y a d'abord des garçons, puis des filles, et pour sa dernière fille, Olga, elle a failli mourir au moment de l'accouchement, et là, elle a décidé que ça suffisait. Alors, quand on décide que ça suffit à cette époque-là, ça veut dire qu'on n'a plus de relations sexuelles, ce qui est un moyen de ne plus avoir d'enfants. Donc, vous imaginez qu'au niveau des relations avec son mari, ça a quand même quelques conséquences. Et à la suite de ce dernier accouchement extrêmement traumatique pour elle, alors il y a ça, il y a le fait qu'il y a plusieurs événements à ce moment-là. D'abord donc cet accouchement qui s'est très mal passé, son aîné Gaston, destiné à la pairie, qui décide en fait de devenir prêtre, ce qui la désespère complètement. Bref, elle commence ce qu'on appellerait aujourd'hui une dépression, mais à l'époque, on ne connaît pas la dépression. Alors, est-ce que c'est une dépression ? En fait, je suis pas sûre qu'on puisse employer ce terme-là. Ce qui se passe, c'est que d'une part, elle est malade. Elle a manifestement, d'abord, elle est migraineuse. Et la migraine, alors ceux qui ont la migraine savent ce que c'est, hein. C'est-à-dire que elle doit être dans l'obscurité, elle a mal, etc. Ça prend plusieurs jours. Donc d'une part, elle a des migraines. D'autre part, elle a très probablement, autant qu'on puisse le reconstituer, une infection urinaire et gynécologique non traitée. Donc elle a des accès de fièvre, etc., etc. Et puis, en clair, elle n'a plus envie de vivre. Cet épisode dure 10 ans. Donc, c'est quand même très, 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 très long. Et donc, pendant cette période, elle vit donc dans son château. Ses filles qui ont écrit ensuite racontent que lorsqu'elle avait ses migraines, alors elles disent pas migraines, mais elles disent il fallait pas faire de bruit, etc., etc. Cet épisode dure 10 ans. Et le plus étonnant, c'est qu'elle en soit sortie. Alors évidemment, sans aucun traitement, il n'y avait pas de traitement à l'époque. Évidemment, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de psy non plus. Et donc, elle en sort. Voilà. Alors, comment est-ce qu'elle en sort ? Il y a des événements qui se passent à ce moment-là. Est-ce que ce sont ces événements qui provoquent la sortie de cet épisode ? Évidemment, je n'en sais rien. Mais il se trouve quand même que
Alors son fils Gaston, qui entre-temps est devenu un prélat très important, a écrit un texte qu'il n'arrive pas à faire publier. Elle va s'occuper de le faire publier. C'est sa première œuvre. C'est pas elle qui l'a écrit, mais elle s'occupe de le faire éditer. Ce texte aura un succès mondial. Il va être édité à 1 million d'exemplaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais aujourd'hui, quand on vend 5 000 exemplaires, c'est formidable. Hein. Donc, dans toute l'Europe, il est lu. Elle accueille chez elle un garçon qui a le même âge que sa dernière fille et qui, en fait, est le fils d'un de ses frères, qui est retourné en Russie et qui est mort en Russie. Elle va accueillir donc ce neveu, le petit Voldemar, qui éclaire sa vie. Bref, elle va sortir de cet épisode, et c'est à ce moment-là que, alors elle a sa fille aînée qui se marie. Voilà, il se passe des choses plutôt agréables dans sa vie, alors qu'il y a eu pas mal de décès, et c'est à ce moment-là que elle va commencer à écrire. Alors, elle va commencer à écrire, mais surtout elle va commencer à être éditée. Alors, les éditions aussi, alors ça j'ai découvert, avec la biographie de Louis Hachette, j'ai découvert énormément de choses que j'ignorais totalement. Louis Hachette, qui a à peu près le même âge qu'elle, est donc un homme extrêmement intéressant qui a été exclu de l'école normale supérieure et qui commence avec une petite librairie. Qui petit à petit va éditer les grands auteurs de son époque, mais surtout il voit le développement des chemins de fer, en particulier en Angleterre. Ça commence en Angleterre, mais en France aussi, le développement des chemins de fer. Il va faire un voyage en Angleterre pour voir comment ça se passe, et il se rend compte que dans les gares, il y a ce qu'il va appeler les relais H, que vous connaissez tous, hein, les relais Hachette. Voilà, donc ça commence là. Et donc, il trouve l'idée, il prend cette idée en Angleterre et il dit, je vais faire la même chose en France, parce que quand les gens vont prendre le train, c'était pas le TGV, hein, donc ça prenait du temps. Et donc, il va falloir qu'ils se distraient et ils vont acheter des livres en gare. Donc, il fait un certain nombre de collections et il faut trouver des auteurs. Et dans cette collection, il y a la Bibliothèque Rose, dont je vous précise c'était les livres pour enfants et pas pour filles. La Bibliothèque Rose était pour les garçons et les filles, pas spécialement pour les filles. Chez moi, plus tard, la Bibliothèque Rose était pour les filles et la Bibliothèque Verte pour les garçons. Mais ça a été interprété ensuite comme ça, mais ça n'est pas comme ça. Alors, Eugène de Ségur, aristocrate désargenté, lui, il a besoin de gagner de l'argent, et donc il a un poste tout à fait honorifique. Il connaît rien au chemin de fer, comme vous pouvez vous en douter, mais il a un poste honorifique au chemin de fer. Et lui, il voudrait aussi aider sa femme. Louis Hachette cherche des auteurs. Enfin bref, il lui dit, vous savez, ma femme, elle a écrit des petites choses. Est-ce que vous voudriez pas l'éditer, etc. Bref, l'affaire se fait. La comtesse de Ségur publie d'abord son livre de santé pour les enfants. Et immédiatement après, elle lui donne le premier livre qui est, c'est pas les malheurs de Sophie, c'est pas les vacances, c'est un des 3 livres de la trilogie. Et voilà, ça démarre comme ça. Alors, son activité éditoriale, là, va devenir extrêmement importante. Quand on lit aujourd'hui La Comtesse de Ségur, quand on le lit comme adulte, je crois qu'il faut comprendre la censure qu'il y avait à l'époque. Il y avait une censure incroyable. Les livres devaient être... il y avait la censure de l'éditeur qui s'engageait à écrire des livres où la morale était respectée, etc., etc. Il y avait la censure de l'État, et donc ça faisait une double censure qui était extrêmement importante. Hein. C'était pas de la rigolade, et surtout... avant d'avoir été lus et censurés, les livres ne pouvaient pas être édités parce que s'ils étaient rejetés par la censure, l'éditeur perdait énormément d'argent. Hein, donc, il devait vraiment faire respecter tout ça. Et il y avait encore une autre censure qui était sa censure familiale avec Gaston,
qui relisait tout. Il fallait que ça soit conforme à la morale chrétienne, et donc il lui demandait de modifier les choses. Donc, tout ce que vous lisez qui vous paraît vraiment... voilà, aujourd'hui on se dit quand même elle exagère, il faut quand même savoir que ça venait pas forcément d'elle, et qu'elle était obligée de se conformer à cette censure pour pouvoir quand même faire passer quelque chose. Je vous en donne un seul exemple. François le Bossu, à l'origine, elle l'avait appelée la mauvaise mère. Alors, vous imaginez, à l'époque, la mauvaise mère, c'était horrible. Et elle-même revient en disant, non, je ne peux pas l'appeler la mauvaise mère. D'abord, dans ma famille, on m'a dit que c'était abominable, etc., etc. Puis, il y a certains passages où vous sentez que Gaston est derrière et lui dicte les choses. Alors, un tout petit mot pour Gaston. Donc, Gaston, c'est l'aîné, c'est son préféré. Gaston est un garçon qui, dès son plus jeune âge, a aimé se déguiser en fille, jouer au papa et à la maman, et c'était lui la maman. Enfin bref, il était très féminin, très beau, très beau. Quand on voit les portraits, il était très beau, très doué. Alors très doué en quoi? Il était doué en musique, il était doué en dessin. C'était un caricaturiste hors pair, c'était un artiste assez brillant, et je dis que s'il avait vécu à une autre époque et suivi ses penchants, il serait devenu un artiste homosexuel. Ça me paraît absolument évident. Mais ça n'est pas... Enfin, peut-être il a été homosexuel, j'en sais rien, mais en tout cas, il est devenu prêtre, c'est-à-dire qu'il a... il a essayé de brider ses pulsions, on va dire, d'une part en devenant prêtre, et d'autre part, il est devenu aveugle. Et donc sa vue a progressivement baissé, et il est devenu véritablement aveugle alors qu'il était en train de faire un portrait de sa maman. Voilà, je vous laisse conclure. Voilà, cela dit, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, apparemment, qui a eu qui a joué un rôle auprès du pape, et puis devenant aveugle, évidemment c'était un peu plus compliqué, alors il a considéré ça comme un don de Dieu, comme une grâce, et ça lui a permis de revenir, d'habiter près de sa mère, et de se consacrer aux jeunes gens, de façon, en principe, dit-on, tout à fait chaste. Voilà. Donc ça c'est Gaston, et puis les autres ont mené des vies... tout à fait conformes à leur milieu, et c'est ce qui était prévu pour eux. C'est le seul qui a... Alors, à cette époque, les membres de l'aristocratie, effectivement, étaient soit dans l'armée, soit des prêtres, évêques, etc., mais pas la famille Ségur. La famille de Ségur, c'était plutôt l'armée. Vous savez que l'avenue de Ségur, par exemple, c'est pas du tout la comtesse de Ségur, hein, c'est le maréchal de Ségur, je sais pas quoi. Il n'y a pas de rue comtesse de Ségur, hein, c'est tous les Ségur hommes. Voilà. Par contre, il y a une statue de la comtesse de Ségur dans le jardin du Luxembourg. Il faut la chercher. Moi qui habite tout près, j'ai mis un moment à la trouver, mais je l'ai trouvée. Voilà. Donc, elle commence donc à écrire, et elle commence surtout à gagner de l'argent. Alors, à l'époque, les droits d'auteur, c'était pas du tout comme maintenant. L'éditeur donnait un forfait, et voilà, et c'était tout. Et donc, petit à petit, elle augmente, enfin, elle demande de plus en plus d'argent, et elle finit par être payée comme... elle finit par être ce qui est considéré à l'époque comme bien payé, c'est-à-dire comme Flaubert qui était plutôt mal payé, et d'autres. Et surtout, à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit les femmes ne pouvaient pas toucher de l'argent. C'est le mari qui touchait de l'argent. Ce n'est qu'en 1907 que les femmes ont pu toucher l'argent qu'elles gagnaient. Et elle a obtenu de haute lutte que son mari, Eugène de Ségur, écrive une lettre à son éditeur pour qu'elle puisse elle-même toucher cet argent. Ça, c'est quand même une action féministe notable. Mais ce qui est notable aussi, c'est qu'elle n'a pas du tout transmis ça à ses filles. Ses filles ont été mariées de la façon la plus classique, n'ont pas gagné leur vie, etc. C'est-à-dire, elle a obtenu ça pour elle,
mais elle n'en a pas du tout fait... voilà, elle n'a pas du tout œuvré pour ça, etc. Donc il ne faut pas dire la comtesse de Ségur était féministe. Non, elle a obtenu pour elle ce qu'elle voulait. Et voilà. Et ses filles, ces filles n'ont absolument pas suivi cette voie. C'était des femmes qui ont épousé des aristocrates, qui ont eu des enfants, qui n'ont rien fait de leur vie. Voilà. Donc c'est pas une féministe. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'elle était féministe. Voilà. Alors, maintenant, l'œuvre. L'œuvre, quand on la relit, quand on la lit aujourd'hui, bon, d'abord, il y a un style. Vous avez certainement remarqué, le style dialogué, qui n'était pas du tout en vogue à l'époque, le style dialogué, et puis le côté feuilleton. Ce que vous voyez aujourd'hui dans les séries. Dans les séries d'aujourd'hui, c'est exactement le même système. Alors le feuilleton, c'est soit un épisode est une histoire en elle-même, soit l'épisode numéro 2 fait la suite de l'épisode numéro 1. Voilà. À l'époque, que ça soit Balzac en particulier, Dumas et d'autres, enfin les grands auteurs de l'époque, écrivaient des feuilletons. Toutes leurs œuvres sont des feuilletons qui ont d'abord été édités dans les journaux et qui ensuite étaient réunis en volume. Alors, idem pour la comtesse de Ségur. Ces livres, les livres que vous pouvez lire maintenant, étaient d'abord édités en feuilleton dans une revue d'enfants dont le nom m'échappe, mais qui était aussi édité par Hachette. Donc voilà, le style feuilleton, c'est le style de la comtesse de Ségur, et les dialogues entrecoupés de récits. Ce que j'ai remarqué dans les dialogues, que je n'avais pas du tout vu à l'époque, c'est que d'abord c'est un excellent français. Si vous voulez lire ça à des enfants, c'est un excellent français. Autrement dit, les enfants ne parlent pas enfants. Les enfants parlent exactement comme des adultes. Et je pense... Alors ça, c'est une interprétation. Ça, c'est ce que vous pouvez constater. Maintenant, je vous dis comment moi, je l'interprète. Je pense que c'était absolument délibéré. C'est-à-dire que les enfants chez la comtesse de Ségur ne sont pas des adultes en miniature. Ce sont des enfants. Ils ont vraiment des préoccupations d'enfants. Mais pour moi, le fait qu'elle les fasse parler comme des adultes, c'est-à-dire un langage à la fois extrêmement correct et assez riche, pour moi, ça indique la façon dont elle considérait les enfants. Les enfants sont à égalité de considération avec les adultes. Pas comme adultes en miniature, mais en considération. Et ça, c'est très, très frappant. Alors, je trouve que ça a une conséquence. Alors, ça, je ne sais pas si vous partagez cet avis. Personnellement, je déteste les émissions de radio ou les films qui adaptent la comtesse de Ségur. Parce que autant, si vous voulez, ces livres sont faits pour être lus. Et ils sont lus même pas à voix basse, ils sont lus dans la tête. Quand vous les écoutez ou quand vous les voyez, quand vous voyez ces enfants parler de cette façon-là, vous dites, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pour moi, ça ne passe pas. Alors, je pense en revanche que quelqu'un qui n'a jamais lu La Comtesse de Ségur et qui voit les films peut les apprécier. Je dis pas du tout qu'ils sont mauvais, mais on voit bien cette espèce de décalage quand on voit la petite Sophie qui, dans le film, dit ma bonne ceci, ma bonne cela. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va pas du tout. Alors que quand on le lit, on n'a pas cette impression-là. Donc je pense vraiment que c'est fait pour être lu, et pour être lu dans la tête, et qu'à ce moment-là, le fait que les enfants ne parlent pas comme des enfants signifie quelque chose. Donc ça, c'est pour le style. Donc le style, voilà. Alors c'est d'abord il y a du suspense. Il se passe tout le temps quelque chose. C'est vraiment, c'est extrêmement vivant. C'est exactement ce que vous voyez maintenant dans les séries. C'est le même système, mais aujourd'hui dans les
dans les journaux, il n'y a plus de feuilletons. Les feuilletons, maintenant, c'est de la télé. Voilà. Alors, je pense qu'elle aurait été une feuilletoniste hors pair. Bon, enfin, voilà. Le langage des enfants, c'est quelque chose quand même qui m'a énormément frappée. Alors, maintenant, il y a les thèmes. Je pense, en quoi est-ce qu'elle m'a paru, d'une certaine manière, prémonitoire. Je pense qu'elle est la première, ou en tout cas, je n'ai pas trouvé avant elle, la première à avoir dénoncé la maltraitance. Alors, la maltraitance, la vraie, la maltraitance, même pour l'époque, ce qui était considéré comme maltraitant, qui évidemment existait, mais qui était dénoncé chez ce qu'on appelait les pauvres. Il n'y avait que les pauvres qui étaient censés maltraiter leurs enfants parce qu'ils n'avaient pas l'éducation, etc., etc. Elle, ce qu'elle montre, c'est que la maltraitance sévit dans l'aristocratie. Et elle est la première à dénoncer ça. Alors, il y a plusieurs sortes. J'emploie le mot maltraitance, qui évidemment n'est pas un mot de l'époque. Hein. Mais voilà, c'est juste pour qu'on s'entende. La maltraitance physique, la brutalité, elle est effectivement plutôt chez les pauvres. On ne voit pas beaucoup d'aristocrates qui battent. En revanche, la maltraitance psychologique, c'est-à-dire la négligence, qui est quelque chose qu'on connaît extrêmement bien aujourd'hui. Alors, la différence, c'est que la négligence, par rapport à la maltraitance, la négligence, c'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on ne fait pas. La négligence, elle est chez les aristocrates, et en particulier dans François le Bossu, Madame des Ormes, qui néglige sa fille. Et là, vous avez une description absolument éblouissante de ce que c'est que la négligence, c'est-à-dire ce que l'on ne fait pas. Donc, elle dénonce, elle est quand même la première à dénoncer ça, et ça, je pense, c'est pour ça que je pense qu'elle s'adresse aux parents, aux éducateurs, parce que, alors, il n'y avait pas que les parents qui maltraitaient, il y avait évidemment les pensionnats pour enfants, et là, elle était parfaitement au courant de ce qui se passait, puisque ses enfants, ses fils y étaient, et elle dénonce la maltraitance des éducateurs, qui est extrêmement proche du sadisme. Hein. C'est plus de l'éducation, c'est du sadisme, c'est-à-dire le plaisir qu'on prend à faire mal, en l'occurrence à un enfant. Voilà, donc ça c'est un aspect, je pense, essentiel de ces livres. Et puis elle aborde des thèmes que même aujourd'hui on a un petit peu de mal à aborder avec les enfants, le thème de la mort qui est omniprésent dans pratiquement tous les livres, hein, et qui est souvent pas tellement pour faire avancer l'action. Dans un des livres, il y a une petite fille de 2 ans qui meurt dans une flaque d'eau parce que sa mère ne l'a pas surveillée. Ça n'a rien à voir avec l'action. Certains livres commencent par un accident où le cocher meurt, les personnes sont blessées. Enfin, la mort est absolument omniprésente, surtout dans La Sœur de Gribouille d'ailleurs, où alors là la mort, ça commence par la mort de la mère et ça continue, etc. etc. Dans François le Bossu, la mort des enfants eux-mêmes. Enfin, bref, la mort est absolument omniprésente et elle en parle comme, encore aujourd'hui, certains adultes ont du mal à parler de la mort aux enfants. Hein. Et elle a gardé, si vous voulez, c'est très intéressant parce que je pense qu'elle a gardé une âme enfantine. Elle n'est pas du tout enfantine, mais elle a gardé quelque chose que certaines personnes ont et d'autres n'ont pas. Moi, j'ai pas du tout, hein, donc c'est pas du tout quelque chose que... Enfin, je l'admire chez les personnes qui ont ça, justement, parce que je l'ai pas. C'est cette possibilité de ressentir elle-même ce que les enfants ressentent. Voilà. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Je vois que vous acquiescez, vous avez l'air d'être d'accord avec ça. C'est pas du tout qu'elle était enfantine, mais elle sait elle sait aussi ce qui excite les enfants. Voilà. Alors, le thème de la mort omniprésent, y compris chez les enfants. Pour moi, ensuite j'ai étudié 3 livres plus précisément, je vais vous en parler.
je vais peut-être avant vous dire un mot des gravures. Alors, si vous avez lu La Comtesse de Ségur, je pense que vous vous souvenez tous des gravures. Des gravures extrêmement talentueuses. Alors, il y en a beaucoup. Et on se souvient de quelques-unes. On ne se souvient pas, parce qu'il y a des gravures assez illustratives, et puis il y a des gravures vraiment qui frappent. Il y a des gravures qui frappent, il y a des gravures... Alors, celles qui frappent, c'est des gravures où il y a du danger, et où il y a de la maltraitance, où il y a des fessées. Ça, c'est des gravures, franchement, on s'en souvient. Alors, on a dit, en particulier dans certaines biographies, alors, si vous recherchez sur Internet des livres sur la comtesse de Ségur, vous allez voir une masse de livres, une masse de titres qui va se dérouler devant vous. Que, évidemment, j'ai regardé, que je n'ai pas tous lus, parce que quand on veut écrire, n'étant pas historienne, je me suis dit, si je suis envahie par tout ce qui a été écrit, je ne vais pas y arriver. Donc j'en ai lu quelques-uns, mais pas tous, parce que je voulais garder un peu de fraîcheur, disons. Mais ce qu'on voit dans les biographies, c'est que en réalité, on n'a pas tant d'informations sur sa vie. Et donc les biographes, la plupart, remplissent les trous avec ce qu'ils trouvent dans les livres. Or, la comtesse de Ségur n'est pas Annie Ernaux. Elle ne fait pas de l'autofiction et ses livres ne sont pas sa vie. C'est en ça, je ne vais pas vous parler d'Annie Ernaux, mais c'est en ça que pour moi, c'est véritablement un auteur. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui raconte sa vie, c'est quelqu'un qui prend des éléments de sa vie pour en faire autre chose. Et donc, personnellement, je pense qu'on ne peut pas se servir de ce qu'on trouve dans les livres pour dire Sophie c'est elle, etc., etc. Exemple concret. Tout le monde dit, tous les auteurs disent, Sophie c'est elle. Sophie des malheurs de Sophie. Sophie c'est elle. Généralement, on se souvient des poissons, les poissons découpés, le sel sur les poissons. Tout le monde se souvient de ça. Sophie, par ailleurs, est une tueuse en série d'animaux. Elle en a tué, mais tout le long du livre, elle tue les animaux. D'accord. Sophie, c'est une petite curieuse. C'est une enfant extrêmement curieuse et qui a besoin de tout expérimenter. Donc, elle fait ce qu'on appelle des bêtises. Elle fait des bêtises. Des enfants dont la curiosité n'est pas réprimée font des bêtises parce qu'ils vont expérimenter, etc., etc. Alors, Sophie donc, porte le même prénom que Sophie, et Sophie de Ségur a certainement fait des bêtises, celle-là ou d'autres. Mais ce qu'elle raconte dans son livre, c'est comment elle est éduquée. On ne voit pas ça au début, on voit les bêtises, et effectivement les enfants trouvent ça formidable parce que soit ils en font eux-mêmes, soit ils n'osent pas en faire, et ils trouvent ça formidable qu'elle en fasse. Mais derrière les bêtises, il y a la répression des bêtises. Et ça c'est très intéressant, parce que Sophie de Ségur, enfant, était punie d'une façon, encore une fois, qu'on jugerait aujourd'hui incroyable. Dans le livre, pas du tout. C'est extrêmement proportionné. Extrêmement proportionné. Il n'y a pas de cris, il n'y a pas de coups, etc. Elle a fait une bêtise, elle est punie de façon proportionnée, et donc elle va en principe comprendre, elle met un moment à comprendre, parce que ça recommence, et à la fin, elle a été éduquée. On parlerait aujourd'hui, on parlerait, pas tout à fait, mais d'éducation positive. Voilà. Il s'agit bien d'éduquer cette petite fille pour qu'elle comprenne un certain nombre de choses. Alors, je pense qu'à la première lecture, on ne voit pas ça du tout. Et ce qu'on retient, quand on a lu, relu Les Malheurs de Sophie, on se souvient de la poupée qui a fondu, etc., etc. On se souvient des bêtises. On ne se souvient pas tellement de la façon dont elle est éduquée par une mère. Alors, c'est les mères qui éduquent. Les pères sont quand même assez absents, sauf dans François le Bossu. Les pères, dans l'éducation des enfants, ne jouent pas, des petits-enfants ne jouent pas un grand rôle. Ce qui était effectivement le cas. C'est pas... Papa Poule, alors Papa Poule encore, dans François le Bossu, c'est un Papa Poule. On voit quand même une diversité
de positionnement des parents par rapport aux enfants qui est tout à fait remarquable, que ce soit dans l'aristocratie ou dans ce qu'on appelait, les classes pauvres. Alors, vous avez aussi les bonnes d'enfants. Les bonnes d'enfants, c'est très intéressant parce que ce sont évidemment des substituts maternels, hein, et parmi ces bonnes d'enfants, vous avez les bonnes et les bonnes méchantes, hein, les bonnes sadiques, etc., etc. Donc là aussi, vous avez une diversité très importante. Alors pour en revenir, j'étais en train de parler, j'ai perdu le fil, j'étais en train de parler des gravures. La comtesse de Ségur était extrêmement attentive à ces gravures. Il y a des gravures qu'elle aimait, d'autres qu'elle n'aimait pas. Dans l'ensemble, extrêmement talentueux. Donc on a dit que elle était sadique, elle montrait des choses abominables, etc. Alors moi je ne pense pas ça du tout. C'est-à-dire ce que je pense, c'est que elle a exposé des adultes sadiques, véritablement sadiques, pour en montrer les conséquences. C'est pas qu'elle-même était sadique, qu'elle aurait aimé, elle aurait pris plaisir à montrer des enfants comme ci, comme ça. Je pense que le fait de montrer que des adultes sont comme ça avait une valeur éducative. En particulier sur les coups. Voilà. Donc, alors, il y a d'un côté le sadisme, mot qui n'existait pas à l'époque. Alors, elle ne pouvait pas avoir lu le Marquis de Sade à l'époque, parce qu'il était totalement interdit et que c'était pas catholique du tout de lire le Marquis de Sade. Donc, le mot sadisme vient après. Hein. À l'époque, le sadisme n'avait pas été décrit. Alors, il ne suffit pas que le Marquis de Sade ait écrit. Il faut ensuite qu'il y ait Kraft et Bing qui viennent après et qui disent, voilà, dans le Marquis de Sade, ça s'appelle du sadisme ou du masochisme pour sa chère Masoche. Alors, on a aussi parlé de masochisme, en particulier pour Pauvre Blaise, qui franchement en prend un plaisir certain à être effectivement humilié, etc., etc. Mais là aussi, c'est pas elle qui était masochiste. Enfin, je ne sais pas quelle structure elle avait, mais elle montre les effets, elle en montre les effets, et je trouve personnellement que c'est beaucoup plus évocateur que, c'est pas que c'est évocateur, c'est beaucoup plus intéressant que de dire ah là là, elle était sadique, regardez comment elle a montré les enfants, etc. Non, elle a montré les effets que ça pouvait avoir, et y compris. Il y a des scènes où on voit parfaitement que ces scènes sadiques ou masochistes, le plaisir qui peut en être tiré. C'est ça qui est incroyable, parce que ça a passé la censure, mais sans aucun problème. Dans Le Général d'Ourakine, il y a une scène quand même absolument incroyable, où la nièce du général va être fouettée. Alors, je ne sais plus exactement. Enfin, si, je me souviens des circonstances, mais je ne vais pas tout vous raconter. Donc, on voit cette gravure où elle a les yeux exorbités, etc. On voit juste le haut de son corps, et on sait qu'elle est tombée dans une trappe et qu'elle est fouettée. C'est une scène incroyable qui a passé la censure sans aucun problème. Donc, ça aussi, c'est intéressant sur la censure. C'est-à-dire que je crois que ça vaut encore aujourd'hui où la censure existe, enfin pas pour les livres en tout cas, mais il y a des pays où la censure existe. On voit que malgré la censure, il ne voit pas tout. Il ne voit pas tout, donc on peut toujours... voilà. Donc, sadisme et masochisme sont effectivement présents, mais ne doivent pas être attribués à la comtesse de Ségur elle-même, mais au fait qu'elle a su le représenter et montrer au-delà et montrer le plaisir qui pouvait en être tiré, et ça quand même c'est très fort. Voilà. Alors, quels sont, je regarde l'heure parce que les livres sur lesquels je me suis, enfin, j'ai pas tout étudié bien entendu. Encore une fois, ça n'est pas. J'avais envie de faire un livre un peu léger aussi. C'est pas. Voilà. Donc. Il y a 3 livres, plus précisément, que j'ai étudiés. Quel amour d'enfant, que je n'avais pas lu quand j'étais petite. François le Bossu. Et le troisième, c'est quoi? C'est La sœur de Gribouille. Quel amour d'enfant raconte
quelque chose d'incroyablement moderne, et je ne savais pas que ça pouvait exister à l'époque, je le découvre, hein, de parents qui sont incapables de mettre des limites à un enfant. Totalement incapables. Pourquoi, on ne sait pas. Alors, je précise quand même que au moment où la comtesse de Ségur meurt, Freud a 18 ans. C'est pour vous situer, hein, donc elle ne connaissait pas tout ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, je pense que toute personne qui fait des études de psycho, qui envisage de travailler avec des enfants, devrait lire Quel amour d'enfant, qui décrit ce qui arrive à une fille, une petite fille, quand les parents ne lui mettent aucune limite. Ils en sont incapables. Ils en sont incapables. Pour des raisons, on ne sait pas pour quelles raisons, mais c'est comme ça. Alors, ce qui est particulier, c'est d'abord qu'ils n'ont qu'une seule fille. Dans les familles, qu'elles soient aristocratiques ou pas, c'était assez rare de n'avoir qu'un seul enfant. Vu qu'on ne savait pas. Bon, d'abord, il en fallait plusieurs pour qu'il en reste des vivants. Voilà, dans cette famille-là, il n'y a qu'une seule fille et ils sont incapables de mettre des limites. Et donc, ça donne des scènes absolument incroyables. Les conséquences sur la fille sont très importantes. D'une part, elle est totalement insupportable et elle n'est supportée par personne, ce qui lui rend quand même la vie difficile. Et elle va finir par dire qu'elle n'a aucun respect pour ses parents et qu'elle n'aime pas ses parents. Pourquoi elle n'aime pas ses parents ? Parce que son père lui laisse tout passer, c'est elle qui le dit, parce que son père lui laisse tout passer et parce que sa mère a peur d'elle. C'est elle qui dit ça. Donc c'est quand même, c'est très très fort. Hein. Si vous n'avez pas lu Quel amour d'enfant, je vous le recommande. Vous allez voir autour de vous des enfants comme ça. Alors, ce qui est fascinant dans ce livre, c'est que elle va rencontrer une femme. Elle va rencontrer une Françoise Dolto locale. Hein. Une dame qui est là et qui va lui dire, alors là aussi c'est d'un percutant, etc. Elle rencontre cette femme, et cette femme, la première chose qu'elle lui dit, c'est « Es-tu heureuse ? Es-tu heureuse ?» Et Gisèle, parce que c'est le nom de cette petite fille, répond « Non ». Hein, tout d'un coup, elle va droit au but, c'est-à-dire « Est-ce que ça te rend heureuse que tous tes désirs soient réalisés ?» Et elle répond « Non ». Et donc petit à petit, elle va l'amener à trouver des solutions. Alors, les solutions, ça serait... ça aussi, c'est extraordinaire. Les solutions, ça serait qu'elle s'éduque elle-même. Elle s'éduque elle-même. C'est-à-dire qu'elle se mette à elle-même des limites. Alors, Gisèle essaie, elle dit, bah oui, moi je veux bien, mais enfin, c'est quand même tellement agréable d'avoir tout ce qu'on veut que ça va être difficile. Ça va être difficile. Donc, il y a des tentatives comme ça, elle n'y arrive pas. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. On demande aux enfants de s'éduquer eux-mêmes. C'est eux qui éduquent leurs parents, à la limite. Ensuite, bon, donc tout ça, ça échoue. Et finalement, cette femme va lui dire, écoute, grosso modo, il faut que tu partes, quoi. Alors, partir à cette époque-là, ça veut dire aller au couvent. Évidemment, Gisèle dit, ah ben non, si je vais au couvent, je vais m'échapper tout de suite. Alors, très habilement, elle lui dit, mais c'est le couvent qui ne va pas vouloir de toi. Ils ne vont pas vouloir de toi. Et donc, c'est une sorte de pari, et donc Gisèle va tout faire pour rester au couvent. Elle va y rester 3 ans, et elle dit au couvent, voilà, j'ai rencontré des filles qui ne font pas tout ce que je veux, et des adultes qui ne marchent pas non plus, et donc ça va beaucoup mieux. Ça dure 3 ans. Et là aussi, ce qui est extraordinaire avec la comtesse de Ségur, c'est que non contente de raconter la vie de cette petite fille, on va la suivre à l'âge adulte. Autrement dit, les conséquences, ça aussi c'est très très fort, les conséquences de l'éducation de la petite enfance sur l'âge adulte. Donc, Gisèle revient chez ses parents, qui n'ont absolument pas changé, et évidemment, la situation se dégrade. C'est très intéressant par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'enfants qui demandent, je parle des milieux, on va dire bourgeois, de plus en plus d'enfants qui demandent à aller en pension. Ils demandent à aller en pension. Les parents disent, mais comment, pas du tout, etc. Ben si, ils vont en pension. Il y a beaucoup de pensions très huppées, hein, qui ont réouvert, etc., etc. Ils sont très heureux en pension. Mais quand ils reviennent à la maison, si rien n'a changé, ça ne va pas. C'est vraiment des choses qu'on voit aujourd'hui. Donc Gisèle revient, elle a 17 ans, il faut partir de la maison, et évidemment, pour partir, il n'y a qu'une seule solution, le mariage.
Et elle a le choix entre deux prétendants. Un qui est vraiment super, et qui est un jeune, quelqu'un de son âge, un jeune aristocrate comme elle, etc. Et puis un monsieur très riche qui a l'âge de son père et qui lui dit « je te donnerai tout ce que tu veux ». Et donc évidemment, c'est celui-là qu'elle choisit. Il lui donne tout ce qu'elle veut, elle le ruine, elle le ruine parce que voilà, et il meurt. Elle retourne chez ses parents. Alors là, elle a 25 ans, elle est pauvre. Elle a 25 ans, c'est déjà très tard pour se marier. Mais au miracle, alors oui, il y a aussi une caractéristique chez la comtesse de Ségur, c'est que ça se termine toujours très bien. Ça, c'est formidable. Il s'est passé des choses absolument abominables, des incendies, des tremblements de terre, etc., mais ça se termine toujours très bien. Pour les enfants, c'est quand même assez rassurant. Et donc, elle revient chez ses parents, et au miracle, le jeune homme, etc., là maintenant, ça va aller, ils se marient et ils ont beaucoup d'enfants à qui ils ne laissent rien passer. Si vous voulez, ce qui est fascinant dans ce livre, c'est vous pouvez le transposer exactement à ce qu'on voit aujourd'hui dans une certaine, je ne dis pas que tous les parents sont comme ça, bien entendu, dans une certaine forme d'éducation où au nom exactement de l'épanouissement de l'enfant, c'est exactement ce qu'il dit, elle sera plus heureuse, on lui donne tout, elle sera plus heureuse, c'est exactement ce qu'on voit. Et une autre chose que l'on voit et qui est incroyable, c'est le souhait de ses parents dans le livre d'être aimés par les enfants. Et ça, c'est pas du tout de cette époque-là. Au XIXe siècle, les parents n'avaient pas du tout comme ambition d'être aimés, ils avaient l'ambition d'être respectés, et ils avaient l'ambition d'avoir des enfants obéissants et qui allaient faire exactement ce que les parents demandaient. Aucun parent n'avait envie d'être aimé. Alors là, les parents, ils le disent dans le livre, ils veulent être aimés, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils sont en compétition entre eux. C'est entre le père et la mère, à qui sera le plus aimé. Et il y a une scène absolument incroyable, mais vraiment incroyable, où, alors que s'est-il passé ? Gisèle a fait une bêtise. Pour une fois, exceptionnellement, sa mère a décidé qu'elle serait punie et qu'au lieu d'aller à une fête chez les cousins, elle allait rester. Que fait le père ? Il dit, mais ma fille ne peut pas rester seule avec les domestiques, je reste avec elle. Il y a une scène entre les deux où Gisèle dit... Ah, mon papa, alors qu'elle est évidemment ravie, hein, elle fait céder la toute petite barrière, mon papa, comme je t'aime, etc., etc. Et alors, qui des deux dit oui, son père lui dit, mais qui est-ce que tu aimes plus, ton père ou ta mère ? Et elle dit, mon papa, mon petit papa, etc. Et il lui dit à Gisèle, je t'aime plus que ta mère. Autrement dit, c'est une scène d'inceste caractérisée. Évidemment, ils ne couchent pas ensemble, etc., etc. Mais elle a clairement pris la place de sa mère dans le cœur de son père. Et la mère, d'ailleurs, l'a parfaitement compris parce qu'elle pleure. Donc, vous voyez quand même que dans ce livre-là, si on va un tout petit peu, enfin, si on ne le lit pas trop vite, ce que l'on peut y voir. Et le fait, si vous voulez, de l'avoir suivi à l'âge adulte, les livres de l'époque, il y a d'autres livres qui mettent en scène la maltraitance, mais la maltraitance des pauvres, et la maltraitance chez l'enfant. Poil de carotte, même époque, et l'enfant de Jules Vallès, alors ce ne sont pas des livres particulièrement destinés aux enfants, et surtout ce sont dans des classes pauvres. C'est des excellents livres, hein, j'essaie pas d'établir une hiérarchie littéraire, hein, mais ce sont des livres qui ne suivent pas les enfants devenus adultes, contrairement à la plupart des livres de la comtesse de Ségur. Donc ça, c'est quand même très fort. Donc, si vous vous occupez d'enfants, lisez ce livre-là qui est absolument remarquable. François Le Bossu est pour moi un des meilleurs. Pourquoi ? Parce qu'il traite à différents niveaux toutes sortes de problèmes. Alors, je vous ai déjà parlé de la négligence. Hein. Madame Desormes
qui néglige sa fille. Ça n'est qu'un des aspects du livre. Il s'appelle François le Bossu. Donc François le Bossu, en principe, est le centre du livre. Alors, il est sans lettres, François. Donc, il traite du handicap physique. Un sujet quand même assez moderne. Qu'est-ce qu'on fait du handicap physique? Avec un père totalement dévoué à son fils. C'est un des rares pères qui soit une maman, on va dire. La mère est morte. Voilà. Et il y a aussi, en fait, il n'y a pas un handicapé, François le Bossu, il y en a deux. Pourquoi il y a deux handicapés? Parce qu'il y a une scène absolument incroyable où il y a deux frères, Adolphe et Maurice, qui ont mis le feu au château où ils sont. Il y a une fête, hein. Ils ont fumé des cigarettes, donc ils font une bêtise. Cette bêtise a des conséquences, ils ont mis le feu. Et pour s'échapper, ils sautent par la fenêtre, et là aussi il y a une gravure absolument incroyable, je ne sais pas si vous vous en souvenez, hein, on voit les deux enfants qui sautent par la fenêtre, et un des deux, alors ils sont blessés, ils sont brûlés et blessés très gravement, et l'un des deux va rester très gravement handicapé, Maurice. En même temps, c'est des affreux jojos. C'est des garçons qui considèrent que les handicapés sont méchants, etc., qui détestent François le Bossu. C'est vraiment des méchants. Mais l'un des deux va devenir bon et l'autre va rester méchant. Alors, il va devenir bon. Alors, c'est là où on voit Gaston qui a écrit pourquoi il devient bon. C'est extraordinaire. Et pourquoi François le Bossu est bon? Parce qu'il a un père qui est bon, etc., etc. Donc, ça c'est écrit de la main de Gaston. Donc, vous voyez, il y a deux handicapés. Il y a la négligence parentale. Il y a deux handicapés physiques. Il y a le fait que Christine, la petite fille négligée par sa mère, ça aussi c'est très intéressant. La mère la néglige, elle n'en veut pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle la donne aux voisins. Ça aussi, enfin, aujourd'hui, on ne donne pas l'enfant aux voisins, mais les enfants négligés, maltraités, alors il n'y a pas de juge, il n'y a pas tout ça comme il y a aujourd'hui, mais donner l'enfant à ses voisins, c'était assez... Enfin, si le voisin avait des enfants du même âge, ça se faisait, c'était assez courant. Hein. Effectivement, ça en sauvait certains. Donc vous avez deux handicapés. Un des deux, Maurice, celui qui a été gravement blessé dans l'incendie, va mourir. Vous avez des paroles de ce garçon qui va mourir qui sont stupéfiantes. Hein. C'est ce que j'ai retrouvé. Moi, j'ai travaillé ensuite aux enfants malades avec une psychanalyste qui s'appelait Ginette Rimbaud, qui a écrit un livre qui a été un best-seller à l'époque, qui s'appelait L'enfant et la mort, qui a écouté des enfants qui allaient mourir, etc. C'est exactement la même chose. Donc, la comtesse de Ségur met dans la bouche de Maurice le fait qu'il sait qu'il va mourir, qu'il ne veut pas le dire pour protéger ses parents. Alors, bien sûr, il meurt après avoir fait sa première communion, il meurt bon catholique et tout ça, et ce qu'il dit est incroyable. Incroyable. Voilà, donc ce livre est vraiment... voilà, il traite de ça, il traite de la négligence, du handicap physique, à la fois de la méchanceté qui peut susciter le handicap physique et en même temps la compassion, etc., etc. Et là aussi, on voit la suite quand ils vont grandir. Alors, Maurice est mort, Christine a été confiée, Christine vit avec François le Bossu, et ça aussi c'est assez extraordinaire. Donc ils grandissent, ils ont le même, ils grandissent avec le père de François le Bossu. Et Christine a demandé à ses parents l'autorisation d'appeler cet homme qui n'est pas son père, l'autorisation de l'appeler papa. Vous allez voir symboliquement comme c'est important. Et ses parents, qui en ont ce qui s'appelle rien à faire, lui ont donné l'autorisation. Je veux l'appeler papa, du moment qu'il s'occupe de toi, il n'y a pas de problème. Très bien. Ils sont donc élevés ensemble comme frères et sœurs. Comme frères et sœurs. Ils ont le même papa symbolique. L'un est le papa biologique du garçon, mais il n'est pas le papa de l'autre. À l'adolescence, le père décide de les séparer. Alors, il emmène son fils, François le Bossu, soi-disant pour se soigner, parce qu'effectivement, il est quand même disgracié, on va dire, il a une grosse bosse, il l'emmène soi-disant se soigner, et il met Christine au couvent.
Pour les filles, il n'y a pas 36 solutions. Au couvent, elle est très malheureuse. Et qui la demande en mariage? Elle la demande en mariage Adolphe, le frère de Maurice, celui qui trouve que les handicapés, c'est des méchants, etc. Elle refuse de se marier. Elle refuse de se marier. François va revenir avec son père et au miracle, il est redressé. C'est-à-dire il y a eu un traitement, voilà, il n'a plus de bosse, il est redressé. Et avant de rentrer, le père avait demandé à Christine si elle voulait bien l'épouser. Et elle accepte de l'épouser, ne sachant pas qu'il est redressé. Et ça, c'est très fort, parce que, en fait, s'ils étaient frères et sœurs, ils ne pourraient pas se marier. Mais ils ne sont pas frères et sœurs. Hein. Ils n'ont aucun lien de sang. Et donc, il a fallu les séparer pour qu'ils se retrouvent, et qu'ils se retrouvent différents. Il est redressé. Ça n'est plus le petit garçon handicapé qu'elle a connu, c'est un jeune homme redressé. Écoutez, c'est très très fort. Hein. Et en même temps, si vous voulez, en même temps, il y a cette très légère ambiguïté, hein, qu'ils ont le même papa. Ils ont le même papa, ça veut dire le même homme qui les a éduqués. Ils n'ont pas le même père, donc ils peuvent se marier. Et l'ambiguïté résiste dans le fait qu'ils ont le même papa. En même temps, cette séparation au niveau de l'adolescence, voilà, c'est très fort quand même. Donc voilà, pour moi, François le Bossu, ça couvre vraiment énormément de choses. Alors, La Sœur de Gribouille, c'est le dernier livre dont je vais vous parler. La Sœur de Gribouille traite de la mort du début à la fin et du handicap psychique. Gribouille est un handicapé psychique. C'est, comme on dit, un simple d'esprit. Sauf que ce simple d'esprit, donc il a 15 ans, ce simple d'esprit, il a des caractéristiques qu'ont tous les enfants. Le problème, c'est qu'à 15 ans, on n'a plus ces caractéristiques-là. Alors, quelles sont ces caractéristiques? D'abord, il dit tout ce qu'il pense. Donc, parfois, et il pense bien. Hein, il pense juste. Mais on ne dit pas tout ce qu'on pense. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que il prend tout au pied de la lettre, comme font les enfants. Toutes les expressions que vous connaissez de la langue française, il les prend au pied de la lettre. Et donc, ça donne des confusions assez intéressantes. Alors, il y a plein d'exemples, ça ne me revient pas en tête, mais ce qui me revient en tête, c'est que Françoise Dolto, quand elle était petite, elle prenait aussi tout au pied de la lettre. Et elle raconte cette anecdote que j'aime beaucoup. Elle allait, quand elle était petite, donc elle allait passer ses vacances à Deauville. Et à Deauville, à l'époque, maintenant il n'y a plus de crevettes, mais à l'époque, on pêchait la crevette. Et les adultes disaient, les crevettes demandent à être cuites vivantes. Les adultes racontent ça, et donc on cuisait des crevettes sans arrêt, vivantes. Hein. Voilà. Maintenant, on ne le fait plus parce que c'est un traumatisme pour la crevette, mais nous n'en étions pas là. Et donc, la petite Françoise dit, mais comment vous savez qu'elles veulent être cuites vivantes? Et on lui disait, mais que tu es bête, tu comprends rien, etc., etc. Et donc, elle se disait, les adultes, eux, ils sont drôlement intelligents parce qu'ils ont compris que les crevettes demandaient à être cuites vivantes. Ceci pour illustrer le fait de prendre au pied de la lettre ces choses-là. Et donc, Gribouille prend tout au pied de la lettre, dit ce qu'il pense. Alors quand on lui dit, mais comment tu sais tout ça? Il dit, je fais parler mon cœur. Et je prends modèle sur ma sœur, donc la sœur de Gribouille, qui elle c'est une sainte. Hein. Voilà, leur mère est morte. Alors il y a une scène, la mort de la mère est une scène assez poignante. Tout le monde pleure. Et Gribouille dit, mais pourquoi vous pleurez, puisqu'elle souffrait et qu'elle voulait mourir? Tant mieux qu'elle soit morte pour elle. Pourquoi est-ce que vous êtes triste? Quand même, voilà. Les adultes n'osent pas dire ça. Hein. Le soulagement que peut être... et il dit aussi, mais voilà, c'était très compliqué la vie avec elle. Elle souffrait, etc., etc. On devrait être content. Donc ça commence par la mort de la mère. Ensuite, la sœur de Gribouille, elle a besoin de gagner sa vie, évidemment. On n'est pas dans l'aristocratie. Hein.
Et donc, à chaque fois qu'elle se fait employer, elle ne peut pas rester parce qu'elle ne veut pas quitter Gribouille et que Gribouille fait mille bêtises et raconte, enfin, il dit aux gens exactement ce qu'il pense et donc ça ne passe pas. Et donc, Gribouille, donc, c'est le handicap psychique qui révèle quand même une certaine forte intelligence de l'âme humaine. Hein, donc, elle montre quelque chose qui est, je pense, assez vrai. Et dans la suite des événements, donc Gribouille en même temps, il imite sa sœur, il veut être comme sa sœur, il veut être un saint comme sa sœur, mais il n'y arrive pas. Et dans une circonstance exceptionnelle, tout d'un coup, il va devenir quelqu'un d'extrêmement courageux. Hein, il va se mettre en travers de quelqu'un, je ne vous raconte pas tout ça parce que l'intrigue est un peu compliquée. Et il va mourir à la place en ayant protégé un brigadier qui était agressé par un méchant, etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'avant cette scène, qui évidemment est un scoop, enfin, il a fait un rêve prémonitoire. Alors aussi, il y a beaucoup de rêves hein, dans la comtesse de Ségur. Elle a utilisé le rêve comme révélateur, on va dire aujourd'hui révélateur de l'inconscient. Hein. Évidemment, à l'époque, on ne disait pas ça, mais c'est quand même de ça dont il s'agit. Donc, Gribouille fait un rêve prémonitoire où il rêve qu'il va mourir. Il rêve qu'il va mourir. Et donc, c'est très frappant parce qu'effectivement, ce rêve va se réaliser, mais surtout, il a le souhait de mourir. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que c'est un garçon donc, qui est jeune. Il sait qu'il dérange sa sœur, c'est-à-dire qu'il l'empêche de vivre en quelque sorte, puisqu'elle ne peut pas gagner de l'argent à cause d'elle. Et il pense que s'il meurt, elle sera plus heureuse. Et d'une certaine manière, il se fait tuer. Écoutez, il n'y a pas beaucoup de livres, hein, même pour adultes, qui abordent ce sujet de façon aussi crue, d'une certaine manière. Hein. Il souhaite mourir. Alors, il ne demande pas à la société de l'euthanasier. Hein, il va se tuer lui-même pour rendre service à sa sœur. Toute la discussion aujourd'hui autour de l'euthanasie, hein, une partie de la discussion tourne autour de ce sujet. Hein. Est-ce que des personnes qui s'estiment inutiles, je ne dis pas du tout qu'elles sont inutiles, c'est pas moi qui dis qu'elles sont inutiles, qui s'estiment inutiles, ne vont pas demander à mourir pour rendre service aux vivants. Hein. C'est vraiment une question. Ben, cette question, elle est traitée là. Voilà. Elle est traitée avec une crudité incroyable. Et effectivement, après, la sœur de Gribouille va se marier avec le brigadier que son frère a sauvé. Donc vous voyez cette succession de thèmes absolument incroyable. Voilà. Je vais vous laisser la parole. Vous verrez que dans les livres de la fin, il n'y a plus d'enfants, hein, c'est très, très intéressant. Les livres de la fin, c'est sur le capitalisme. La fortune de Gaspard, par exemple. Pardon, la fortune de Gaspard, par exemple. La fortune de Gaspard, il n'y a plus d'enfants du tout. Hein. Il s'agit du passage au capitalisme qu'elle critiquait vivement. Hein. Alors, bon, il faut voir aussi d'où elle vient. C'était à peu près, enfin, si elle ne critiquait pas le capitalisme, mais effectivement, là, on voit que. Alors, et c'est aussi, alors, il y a aussi quelque chose de très intéressant, puisqu'on parle de ça, c'est que dans la plupart de ces livres, sauf ceux de la fin, on ne passe pas d'une classe sociale à l'autre. Je parlais d'Annie Ernaux, en évoquant Annie Ernaux, chez la comtesse de Ségur, hein, les aristocrates restent aristocrates et les pauvres restent pauvres. On ne passe pas d'une classe à l'autre, sauf grâce à cause du capitalisme, effectivement, un jeune garçon ambitieux, doué, un peu malhonnête, hein, va changer de classe sociale. Donc vous voyez qu'elle a vu ça quand même. Ben, c'est fort, hein. Là, il n'y a plus d'enfants. Effectivement, alors ces petits-enfants, ils ont grandi, là, du coup. Elle écrit plus pour ses enfants. Alors, entre-temps, elle a fait quand même la Bible de la comtesse de Ségur. Alors, j'évoque ça aussi. Hein. Sur la fin, je dis juste un mot de ça. Sur la fin, donc moi, j'ai les œuvres complètes, là, sur mon bureau, et je me dis, mais c'est marrant, parce que c'est pas si complet que ça.
puisque je vois sur Internet, je regarde tout ça et je vois qu'elle a écrit la Bible des petits-enfants, les actes des apôtres, etc. etc. Et donc, je me procure ces fameux livres, qui ne sont donc pas dans les œuvres complètes. Donc, je regarde et je comprends pourquoi ils ne sont pas dans les œuvres complètes, parce que c'est des œuvres totalement antisémites. Mais, d'accord. Okay. Enfin, alors, attention. J'ai dit antisémite, mais je ne dois pas employer ce mot qui n'existe pas à l'époque. C'est anti-judaïque, c'est-à-dire c'est l'anti-judaïsme des catholiques de l'époque, qu'elle épouse complètement. Et donc, alors c'est pas si facile là de se les procurer, mais quand même on y arrive, parce que donc ça ne fait pas partie des œuvres complètes. Hachette les a édités à l'époque, et elle a touché, c'est pour ces livres-là qu'elle a touché le plus d'argent, et pendant des années, ils n'ont pas été réédités. Et en fait, ils sont réédités aujourd'hui, non pas par les grandes maisons d'édition catholiques que l'on connaît, MAM, enfin, toutes les grandes ne l'ont pas réédité. C'est une petite maison d'édition, on va dire d'extrême droite, qui les réédite. Et donc, quand je vais à la procure, je demande, j'y vais naïvement, enfin pas tout à fait naïvement, je demande la Bible de la comtesse de Ségur. La dame très aimable me demande la Bible et je dis mais est-ce que vous l'avez lu? Parce que c'est quand même une maison, enfin c'est une librairie où on a des libraires, hein, c'est pas des vendeurs de livres comme ça. Je sens que oui, mais pas vraiment. Donc je ne veux pas insister, je ne veux pas la mettre en difficulté non plus. Et donc je dis mais est-ce que ça se vend? Et elle me dit oui, surtout à Noël. Parce que c'est quand même hallucinant. Donc c'est l'anti-judaïsme de l'époque, extrêmement virulent, dans les 3 livres. Alors là aussi, la forme, si vous voulez, c'est très étonnant, parce que donc la forme, c'est je lis à mes petits-enfants, j'explique la Bible à mes petits-enfants, et ils me posent des questions. Donc c'est aussi sous forme dialoguée, et curieusement, ce ne sont pas ses derniers livres. Après, elle a écrit La fortune de Gaspard, etc. C'est très mal écrit. C'est très surprenant. C'est pas du tout écrit comme les autres livres. Voilà. Et là, on entend tout, que les Juifs sont un peu... Juste un petit paragraphe pour que vous vous rendiez compte de ce que ça signifie. Alors ça, c'est vers la fin. Hein. Probablement qu'ils restèrent, alors ils, c'est les Juifs, ils restèrent ce qu'ils étaient, pleins d'orgueil, de haine et de jalousie, car il est impossible que le repentir entre dans un cœur rempli d'orgueil, de haine et d'envie. Voilà. Et ça n'est évidemment que quelques exemples. Donc ça n'a pas été... je pense que les éditeurs ont très bien fait de ne pas rééditer tout ça, parce que, voilà, en tout cas, c'est le cas. Et franchement, sur le plan littéraire, ça tranche. C'est très curieux. On ne peut pas, pardon, imaginer que ce soit son Gaston qui ait écrit ça. Ah, bien sûr. Peut-être, tout à fait. Tout à fait. Elle a juste, c'est un traitement. Tout à fait. Alors, non seulement vous avez certainement raison, mais quand elle les a envoyés à Hachette, il était un peu surpris quand même de dire ça. Il était surpris, non pas par l'anti-judaïsme qui était généralisé. C'est pas ça qui les a surpris. Voilà que tout d'un coup c'était la Bible, les apôtres, etc. Et elle envoie une lettre en disant mais l'évêque de machin l'a lu et le cautionne, l'évêque de truc l'a lu et le cautionne, et donc allons-y. Hein. Donc effectivement c'est l'entreprise de Gaston, tout à fait. Et dans les livres classiques les livres classiques de la comtesse de Ségur, ça ne transpire pas. Alors justement, c'est la question que je me suis posée, évidemment. Elle était critiquée quand même. Moi, je l'ai lu entre 5 et 8 ans à peu près, donc j'en ai 67. Hein. Et je me souviens que quand j'étais un petit peu plus grande, je me souviens avoir entendu quand même par des intellectuels des critiques sur les parents qui remettaient à leurs enfants la comtesse de Ségur par rapport à ce qu'on essayait de leur inculquer. Et je me souviens d'un détail aussi, je ne sais plus dans quel livre, où il y a une poupée qui est volée, et elle est volée
par une petite paysanne, je ne sais plus dans lequel. Et je me souviens, pourtant, j'ai lu ça entre 5 et 8 ans, et ça m'avait choqué, moi, en me disant, mais tiens, c'est pas Camille, c'est pas Madeleine, ou c'est la petite paysanne. Et en moi-même, je m'étais dit, mais la pauvre petite paysanne, elle n'a jamais eu de poupée, et ça m'avait profondément choqué. Eh ben, c'est très bien. Alors, vers la fin de la vie de la comtesse, on est en République. Elle a vécu la monarchie, on est en République, d'accord ? Donc, les instituteurs de l'époque, qui sont à peu près les mêmes qu'à notre époque, prenaient des extraits de la comtesse de Ségur où il n'y avait pas de religion, pour le faire lire aux enfants de la République. Ça, c'est une première chose. Et donc, je comprends tout à fait la critique que vous portez. Pour répondre à monsieur, est-ce qu'il y a dans ces livres quelque chose qui s'apparenterait à de l'anti-judaïsme ? La réponse est non. Dans ces livres, je ne l'ai pas dit concernant le style, il y a énormément de clichés. Il y a beaucoup de clichés. C'est une société très normée. Hein. Et donc, la seule allusion que personnellement j'ai trouvée, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, il y a à un moment, je ne sais plus dans quel livre c'est, mais je peux le retrouver, une Madame Juivet, donc c'est clair, hein, cette Madame Juivet vend aux petites filles des habits qui sont, elle leur vend trop cher, d'accord ? Mais à côté de ce cliché-là, c'est vraiment, c'est pas grand-chose. Il y a des clichés concernant les Anglais, il y a des clichés concernant les étrangers, etc., etc. Il y a des clichés partout. Hein. Et alors, je pense aussi que ça, c'est très intéressant, si vous voulez. Pour sortir des clichés, il faut les connaître. Hein. Pour les enfants, c'est très intéressant de voir un monde extrêmement normé, hein, pour pouvoir en sortir. Si vous ne connaissez pas la norme, vous n'allez pas sortir de la norme. Voilà. Et donc, c'est ça aussi qui rassure les enfants. Les bons sont bons et les méchants sont méchants. Voilà. Et c'est extrêmement rassurant. Alors, les méchants peuvent devenir bons. Hein. Ils peuvent devenir bons si voilà, ils rencontrent des adultes, une éducation, etc. Mais si vous voulez, ce qui fait la particularité de l'enfant ségurien et qui n'était pas admis à l'époque, c'est que on pensait que les enfants qui étaient méchants, voleurs, etc., c'était leur nature. C'est ça qu'on pensait. Elle montre que ce n'est pas leur nature, que c'est un effet de leur éducation. Autrement dit, quand les parents n'inculquent pas la morale, hein, c'est ça dont il était question, à leurs enfants, s'ils sont méchants, voleurs, etc., c'est la faute aux parents. C'est pas la faute des enfants. Et ça, c'est extrêmement novateur. Extrêmement novateur. Voilà. Donc, dans ces livres, non, on ne retrouve absolument pas d'anti-judaïsme. Un petit cliché comme ça, mais au milieu de tonnes de clichés. Hein. En revanche, il y a un personnage, ça c'est très intéressant, un personnage noir, Ramor, qui est le plus gentil des gentils. Et si vous voulez, au niveau des dialogues aussi, c'est très intéressant parce que les étrangers ont un accent. Cet accent est retranscrit phonétiquement. Donc c'est très drôle. Hein. Ça donne une vivacité dans le... C'est très amusant. Donc les étrangers parlent étranger, mais les enfants parlent comme les adultes. Vous voyez comme il y a des subtilités de la langue vraiment intéressantes. Alors pour monsieur qui n'a jamais lu la comtesse de Ségur, qui est là, j'espère que ça vous a donné envie. Vous me conseillerez commencer par laquelle des trois Alors écoutez, si vous voulez, bon, les Malheurs de Sophie, vous ne pouvez pas ne pas lire les Malheurs de Sophie. Bon, vous avez la trilogie, les vacances, etc. Mais si vous en avez lu un de la petite enfance, je pense que ça suffit. Ceux dont j'ai parlé, qui sont les plus évocateurs, et un livre de la fin, vous allez voir quand même la montée du capitalisme, c'est quand même frappant. Mais prenez les œuvres complètes, hein, ça se lit. Alors, quand vous avez parlé de Quel amour d'enfant, vous aviez commencé sur Gisèle. Je pense que vous alliez nous parler, enfin, j'espère, vous alliez parler du choix du parent putatif. Je ne sais pas ce que vous auriez à nous dire dessus, parce qu'il y a pas Gisèle, Christine, pardon. Dans François le Bossu, Christine choisit ses parents. C'est le seul roman jeunesse que je connais
sur toute cette époque où l'auteur défend le droit de l'enfant de se choisir des figures parentales. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Les enfants sont donnés. Les enfants sont donnés aux voisins. Par exemple, Christine le choisit aussi dans le texte. Pas vraiment. Elle tombe pas mal. Là, je trouve que j'aurais Moi, pas. je le disais comme ça. Oui. Enfin. Ah oui, non, mais vous pouvez le lire absolument comme vous voulez. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Je ne suis pas sûre que j'aurais été aussi loin que ce que vous dites. Parce qu'elle ne choisit pas Madame de Sémiane, elle a d'autres personnages positifs dans son entourage, oui, et elle se fixe sur... oui, mais elle est donnée. Hein, elle est donnée. Alors, voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Mais... Oui, absolument. Oui, mais dans Les Malheurs de Sophie... les Malheurs de Sophie... Non, pas Les Malheurs de Sophie. Non, c'est dans les petites filles modèles, où Sophie est donnée. Oui, hein, oui, là, elle est donnée. Et va retrouver Madame Fichini, etc. etc. Sophie est donnée pour son plus grand bonheur. Pour son plus grand bonheur, il y a des familles de substitution qui sont comme aujourd'hui. Hein. Justement, mais le choix, surtout, qui ne vient pas des parents, mais qui vient de l'enfant lui-même, qui, écoutez, moi, je trouve que moi, personnellement, je trouve que vous forcez la chose, mais vous pouvez dire absolument comme vous voulez. Je ne savais pas si vous avez quelque chose à nous dire sur les parents putatifs. Autant je trouve, si vous voulez, elle laisse aux enfants vraiment une intelligence psychologique extraordinaire. Par exemple, Christine, dans François le Bossu, les enfants lui disent, donc Christine est négligée par Madame Desormes, c'est juste pour que vous resituiez le contexte, et d'autres enfants lui disent « mais ta mère ne t'aime pas ». Et elle dit « mais si, elle la défend, mais si, maman m'aime, mais elle n'a pas le temps de s'occuper de moi ». Et vous voyez ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des enfants maltraités qui défendent leurs parents. C'est d'une finesse incroyable. Oui. Quelle place donnez-vous aux contes ? Je les connais mal. Je n'ai pas tellement aimé, pour tout vous dire. Je les ai lus. Alors, certaines personnes, de mes amis d'ailleurs, c'est ça qu'ils préfèrent. Hein, donc, ils me disent bien des contes formidables, etc. Moi, je n'ai pas accroché du tout. C'est tout à fait personnel. Je trouve que les autres contes, les contes de Perrault, etc., qui sont des adaptations, sont pour moi beaucoup plus forts. Donc je ne les ai pas étudiés. Voilà. Mais vous avez peut-être une opinion là-dessus. Moi, j'en ai un souvenir fasciné. Ah oui. La richesse, la profusion des biens, des bijoux, la beauté des objets. Moi, j'en ai ce souvenir-là. Oui, mais vous n'êtes pas la seule. Et voilà, moi j'ai... Il y a une générosité, il y a une expansion de ce qui est matériel qui est absolument fascinante. Oui, mais j'entends tout à fait ce que vous dites. Bon voilà, il se trouve que j'ai pas accroché, mais je m'en vante pas. Je m'en vante pas, il y a des gens qui ont écrit uniquement sur les contes, hein, mais vous n'êtes pas du tout la seule à avoir... Il y a un souci de justice, mais d'une minutie, dans l'équilibre des bienfaits qui est vraiment... Ça m'a marqué. Voilà, donc lisez les contes, vous y trouverez peut-être votre bonheur. Mais je voulais vous dire que je suis très contente que vous ayez évoqué tout à l'heure l'éducation positive et je dirais même éducation bienveillante. Moi, j'ai lu La Comtesse de Ségur en intégralité dans mon enfance et puis je l'ai relu adulte et j'étais surprise de trouver, notamment dans la trilogie des Malheurs de Sophie, des Vacances et des Petites Filles modèles, une forme d'éducation bienveillante à l'opposé des clichés qu'on véhicule beaucoup sur la Comtesse de Ségur. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu Les Dingos dossiers de Gottlieb, mais où la Comtesse de Ségur on prend pour son grade, où on la voit justement dans une sorte d'explosion sadomasochiste où Sophie se fait couper la main par les chevaux et sa mère la fouette par-dessus. En réalité, donc ça c'est un peu le cliché qu'on a autour de ces œuvres. Non, mais c'est à tort, parce que franchement je pense que c'est une pionnière. Et c'est l'inverse, oui, parce que c'est exactement la l'inverse. poupée de cire. Et on voit dans cet épisode la maman qui lui dit attention, si tu mets ta poupée au soleil, elle va fondre. Sophie le fait quand même, mais sa maman
maman, loin de la fouetter ou de la punir violemment, lui dit « Ne t'inquiète pas, je suis très habile médecin. » Et grâce à de la cire fondue, elle répare la poupée. Donc, elle a laissé Sophie faire son expérience. Et comme il n'y avait pas mort d'homme ou d'animal, pour une fois, elle a réparé et aidé sa petite fille. Voilà. D'autres fois, elle est plus... Il y a l'action et la conséquence, comme quand Sophie découpe des abeilles, elle lui fait porter en collier jusqu'à ce qu'elle tombe en poussière. Donc, ou quand elle se coupe les sourcils, on attend qu'il repousse et elle est suffisamment punie par la même. Il y a une seule fois, je crois, dans tout ce roman où la maman la fouette parce qu'elle l'a bien mérité, je me souviens plus quelle est l'occasion, mais là, la comtesse de Ségur juge que bon, on peut aller jusqu'à la punition corporelle cette fois-ci, mais ce sera l'unique fois en fait. Et on est dans une éducation où l'enfant peut découvrir et finalement, il a la conséquence de ses bêtises. Tout à fait, je suis complètement d'accord avec vous. Je voudrais juste dire quelque chose sur l'éducation bienveillante. Oui, c'est très bien l'éducation bienveillante. On oublie les limites. L'éducation bienveillante avec limite. L'éducation totalement bienveillante, c'est Gisèle. Oui. C'est du laxisme. C'est du laxisme. La bienveillance, ça inclut de mettre des limites. Je pense qu'il faut le dire parce que quand vous voyez au Conseil de l'Europe une dame qui présente le fait de mettre un enfant dans sa chambre comme une violence, vous dites, ils perdent la tête, quoi. Ils sont devenus complètement fous. Voilà. Mais il y a plus de solution d'éducation. C'est ça. Parce que moi, je veux bien que l'éducation soit bienveillante, mais avec des limites. Alors ensuite, si vous voulez, la difficulté, c'est comment on fait respecter les limites. Je suis désolée, mais il faut un peu d'autorité. Et l'autorité, c'est pas l'autoritarisme. Moi, j'ai vraiment des parents qui, pendant des années, sont venus me consulter en disant, écoutez, on bat nos enfants, les enfants continuent d'être battus, je vous rassure. Et on fait comment? On fait autrement, mais on fait comment? C'est là la difficulté. C'est pas de leur dire, les laisser tout faire, etc. Donc, voilà. Donc, je vous confirme qu'on peut mettre un enfant dans sa chambre, que ça fait du bien à tout le monde, que ça calme le jeu, que ce n'est pas un traumatisme épouvantable et que voilà, et qu'il ne faut pas toujours écouter ce que dit le Conseil de l'Europe. Et les enfants, ils l'accueillent comment la comtesse de Ségur aujourd'hui? Est-ce qu'ils la lisent? Écoutez, je ne sais pas trop. Ce que je sais, c'est que les ventes continuent. Alors évidemment, elle est dans le domaine public, donc il est réédité très régulièrement. Oui, de nombreux éditeurs la rééditent. J'ai fait quelques sondages autour de moi, donc vraiment limités. Ce sont généralement les grands-parents qui le lisent aux petits-enfants. Et soit ils aiment, soit ils aiment. C'est comme tout. Ça serait intéressant de voir comment ils réagissent aujourd'hui à ce type d'éducation, qui est complètement différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Tout à fait. Alors, je pense qu'il y a deux situations. Il y a la situation où on leur lit quelque chose, c'est-à-dire ils ont entre 5 et 7 ans, ils apprennent à lire à 6 ans, mais voilà. Et donc là, il y a le fait que qui lit et comment et tout ça, ça compte presque plus que le contenu. Et puis ils le lisent tout seuls, et certains accrochent et d'autres n'accrochent pas. Mais il faut dire qu'il y a aujourd'hui une profusion aussi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la comtesse de Ségur aurait écrit Mortelle Adèle. C'est-à-dire cette petite fille, voilà. Je pense qu'elle aurait écrit Mortelle Adèle. Mais en même temps, le fait que ça soit tellement décalé, ça plaît aux enfants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, justement, ça prend une distance. Moi, j'adore Mortelle Adèle, par ailleurs, c'est pas du tout une critique, mais là, ils sont vraiment... même le petit Nicolas, là, que je lisais il n'y a pas longtemps, les petits-enfants, c'est la vie d'aujourd'hui. Le petit Nicolas, encore que les écoles... lu le petit Nicolas? Moi, je l'ai lu quand j'étais petit. Oui, mais c'est quand même la vie d'aujourd'hui. Là, c'est totalement décalé. Et donc, parfois, ça leur plaît beaucoup, justement, parce qu'il y a ce décalage. Il y a des loups, il y a des voitures à âne. Oui, c'est quand même... Oui. J'ai lu, il y a quelques années, mais enfin, 3-4 ans, une petite blague de 4 ans, Les Malheurs de Sophie, le début. Et on discute ensuite. Alors, l'enterrement de la poupée, c'était passionnant. Et on discute, je dis, oui, c'est pas facile, à Paris, on n'a pas de jardin. Il dit, dans les trous des travaux. Elle était complètement dans l'histoire, en l'adaptant à ce qu'elle veut. Bien sûr, l'enterrement d'un animal, etc., ça se fait toujours. Dans un jardin ou n'importe où, tous les enfants d'aujourd'hui ont fait un petit cercueil, etc. Très encouragé par les parents, d'ailleurs, ça m'a toujours surpris, mais comme ça.
Voilà, je sais pas ce que... Enfin, je vois bien ce que les enfants y mettent, je ne sais pas trop en quoi c'est en quoi. Enfin, si, les parents, je pense qu'ils se disent, bon, ça les prépare, quoi. Comme si on pouvait se préparer au deuil ou à... Mais je pense que tous les enfants ont enterré un animal. Enfin, leur première confrontation avec le deuil, c'est souvent, parfois, hein, c'est les grands-parents ou un animal domestique qui meurt. C'est pour ça que les poissons rouges, ils meurent beaucoup. Oui. Tout à l'heure, vous parliez des parents qui cherchent absolument à être aimés par leurs enfants. Enfin, dans le livre, Gisèle en tout cas. Et vous disiez que c'était pas du tout quelque chose de l'époque. Donc, on peut considérer que il y a quelque chose d'un peu prémonitoire avec peut-être tout à fait. l'époque actuelle. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'à votre avis, ces livres ont été écrits à des fins éducatives? Oui. Ouais. C'est ce que je pense, c'est mon hypothèse. Ouais. Maintenant, comme personne ne va venir me démentir, je vous livre cette hypothèse, c'est-à-dire d'avoir une possibilité de le lire de cette façon. Encore une fois, je n'ai pas du tout fait une bio, je vous ai raconté un peu le contexte parce que c'est intéressant, et puis j'ai lu quelques livres et je me suis dit, voilà, je pense que ce sont des précis, pour moi c'est des précis d'éducation. Et si vous voulez, alors pourquoi je dis ça, mon hypothèse ne repose pas sur rien, hein. Elle avait ce souci d'éducation. Elle en parle, elle a écrit une très abondante correspondance, elle écrivait tous les jours toute sa vie, hein, donc il y a une correspondance très abondante, et c'est un souci majeur pour elle, l'éducation. Et non seulement elle a élevé ses 8 enfants, mais elle a vu comment ses enfants élevaient eux-mêmes ses enfants. C'était un grand souci pour elle, l'éducation. Moi, je me dis, alors, si vous voulez... on sait aujourd'hui l'influence qu'a eu Rousseau sur l'éducation. Je n'ai pas trace, ou je n'ai pas trouvé de trace de l'influence qu'elle aurait pu avoir. Mais très sincèrement, j'aurais préféré l'influence de la comtesse de Ségur que l'influence de Rousseau sur l'éducation. L'influence de Rousseau, c'est épouvantable sur l'éducation. Et je ne pense pas que ça ait été du tout lu de cette façon, et personnellement, je le regrette. Alors je pense que c'était une femme, et que donc c'était pas génial, et 2, c'était de la littérature pour enfants. Voilà. C'est ça qui a joué. Et puis aussi parce qu'elle leur balançait quand même des trucs sérieux qu'ils n'avaient pas envie de voir, quoi. Il a fallu Freud, il a fallu pour qu'on réalise les conséquences, effectivement. Alors, en même temps, Rousseau la fessée, il décrit très bien les conséquences de la fessée. Hein. Il y a un texte absolument extraordinaire. La fessée qu'il recevait de la dame qui s'occupait de lui et qu'il mettait dans son lit a entraîné une sexualité totalement masochiste, et il le décrit noir sur blanc. Hein, noir sur blanc. Mais enfin, il a fallu après aussi Freud pour qu'on prenne acte de ça. Donc, si vous voulez... je pense, comme tout le monde, je vais dire une banalité, que Freud est un grand découvreur, mais qu'il n'a fait, enfin c'est énorme, mais il n'a fait que théoriser des choses qui étaient déjà présentes dans la littérature de tout temps. Hein, de tout temps. Alors évidemment, c'est génial de l'avoir fait, mais ça existait. Hein, les conséquences sur la sexualité future des fessées de l'enfance, Rousseau, il le décrit. Hein. C'est pas Freud qui l'a inventé. Moi, je pense... Enfin, il me semble que la fessée de Rousseau, c'est le baiser de Proust. Le baiser de la maman de Proust, c'est plutôt de la jalousie intrinsèque qui se développe d'une façon déviante plutôt que... Je ne suis pas tout à fait d'accord. La fessée de Rousseau est éminemment érotisée. Éminemment érotisée. Le baiser de la mère de Proust est beaucoup moins érotisé. C'est vrai, beaucoup moins. Mais attendez, entre le baiser et la fessée, il y a quand même une petite différence. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que le baiser de la mère de Proust, enfin, je suis en train de le relire, donc franchement, c'est très frais dans ma mémoire.
je ne l'ai absolument pas ressenti érotisé. Il ne le raconte pas érotisé. Et Dieu sait qu'il y a des scènes érotiques dans Proust. Oui, mais vous verrez que la fin, ce n'est pas sans incidence avec l'évolution du narrateur et du personnage. Oui, non, effectivement, on peut dire ça. On peut dire ça, mais il est postérieur à Freud. Du coup. Enfin, Rousseau, c'est le texte. C'est explicite. Regarde, hein. Vous avez dit que Freud, il avait 18 ans quand elle meurt. Probablement, il a lu ça dans son jeunesse, Freud aussi. Tout à fait. Est-ce qu'il a une trace de ça, ce que lui, il pensait, ou le Freudien pensait? Tout à fait. Alors ça, je l'ai décrit dans mon livre, je n'ai plus tout à fait ça en mémoire. C'est sur la question de un enfant est battu. Un enfant est battu. La scène, un enfant est battu. Freud raconte que dans sa clientèle de personnes névrosées ou névrosées obsessionnelles, il est frappé de ce que nombre de ces personnes qui viennent se soigner, au cours de leur analyse, lui racontent la scène « On bat un enfant ». Je ne sais pas si vous avez lu ce texte de Freud, qui est un texte extraordinaire. Freud a écrit un texte qui s'appelle « On bat un enfant ». D'accord ? Donc, ce que je vous raconte, c'est dans ce texte-là, hein, « On bat un enfant ». Et donc, alors Freud dit, alors Freud évidemment, il a une clientèle plutôt riche. Il a rencontré des gens de milieu modeste, mais là il parle de sa clientèle bourgeoise, Vienne, bourgeoisie. Et il dit, c'est étonnant qu'il me raconte ça parce que dans ce milieu-là, les enfants ne sont pas battus. C'est en quoi il se trompe. Mais il dit ça, les enfants ne sont pas battus. Et donc, il raconte que cette scène est très souvent évoquée par ses patients et qu'elle est accompagnée d'une jouissance érotique, c'est-à-dire les gens qui lui racontent ça, il faut un petit moment pour qu'ils arrivent à se lâcher, on va dire, et il raconte que non seulement ils imaginent ça, mais qu'ils se masturbent en imaginant ça et qu'ils en tirent donc une jouissance. D'accord ? Et il dit, puisqu'ils ne sont pas battus, où est-ce qu'ils ont trouvé ça ? Eh bien, ils ont trouvé ça dans la comtesse de Ségur. Alors, c'est très intéressant parce que donc Freud a lu, en tout cas, il a lu la comtesse de Ségur. Je ne sais pas si, je pense qu'il ne connaissait pas le français, donc elle a été traduite. Et effectivement, les scènes de fessées, etc., sont hautement érotiques pour les enfants. Et moi, ce que je dis dans mon livre, c'est laissez-les lire ça, mais surtout ne leur posez pas de questions. Foutez-leur la paix avec ça. Surtout ne leur demandez pas ce que ça leur fait. Voilà. Donc ça a été repris d'une part, ça n'a pas été repris par Rousseau. Rousseau, c'est antérieur, hein, c'est pas le même siècle. Et effectivement, dans la comtesse de Ségur, on trouve de ci, de là, dans plusieurs livres et dans plusieurs passages, tous les états de ce fantasme. Le fantasme, c'est un enfant est battu. On bat un enfant. Mon père bat l'enfant que j'aime. Il y a tous les états de ce fantasme qui se retrouvent qui se retrouvent éclatés dans les livres de la comtesse de Ségur. Voilà. Sans qu'elle soit elle-même consciente, vous croyez ? C'est-à-dire, je peux pas parler pour elle. Non, je pense pas. Je pense que vraiment, je veux dire, je ne pense pas qu'elle ait eu la conscience d'expliquer le sadisme et le masochisme. Et encore une fois, là je parle de sadisme et de masochisme, ces termes n'existaient pas à l'époque. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas. Évidemment que ça existait, mais ça n'avait pas été formalisé. Là, il faut Krafft Ebing un siècle plus tard pour formaliser tout ça. Une autre question ? Oui ? C'est une remarque. Dans les contes, il y a une sensualité qu'il n'y a pas ailleurs, et c'est une sensualité esthétique. Il y a une jouissance esthétique dans les contes très nette qui est très rare dans les romans, si ce n'est quelques descriptions de tissus. Je me souviens de la description des vêtements dans les deux niveaux, la comparaison
le choix des vêtements, avec le choix des couleurs, etc. Alors que dans les contes, c'est très présent. Il y a beaucoup de choses autour de la sensualité, elle est surtout autour de la nourriture. Autour de la nourriture, oui, mais une jouissance esthétique, c'est très rare. Oui, oui, absolument. Vous avez tout à fait Alors raison. que dans les contes, c'est très présent. Oui. Je vais les relire. Non, mais effectivement, je suis passée à côté. Et depuis, il y a des personnes comme vous et d'autres, et certaines de mes amies qui me disent, mais les contes, etc., etc. Donc du coup, voilà, je suis passée à côté. J'ai lecture d'enfants. Le collier qui est fait de noisettes, je crois, qui se transforme en pierre précieuse. Oui, tout à fait, je me souviens de ça. C'est extraordinaire. Oui, oui. Et moi, j'étais frappée par ce que vous disiez concernant le niveau de langue. Extrêmement élaboré. Le niveau de langue. Le niveau de langue, oui. Le niveau d'écriture, oui. C'est une langue recherchée. Il me semble qu'au début du XXe siècle, si j'en réfère à mes ancêtres, donc ma famille, de milieux très très différents, oui. Ce type de langue était compris, quel que soit le milieu. Et donc je m'interrogeais, je me disais que j'ai une grand-mère, une arrière-grand-mère qui n'est quasiment pas allée à l'école, mais qui avait lu La Comtesse de Ségur et qui parlait un français châtié, simplement dès ses 10 ans. D'ailleurs, c'est grâce à sa bibliothèque que j'ai lu La Comtesse de Ségur. Et donc, cela m'interpelle parce que parler à un haut niveau, une langue riche, complète, élaborée, à un très jeune enfant, lui permet de comprendre et de repérer très rapidement, plus tard. Mais je suis d'accord, bien sûr. Et donc, a permis l'évolution des classes plus humbles, dans une ascension sociale, ne serait-ce que par l'oralité. Je suis absolument d'accord avec vous. Mais ce que je dis des livres de la comtesse, alors d'abord, dans les livres, selon les classes sociales, on ne parle pas de la même façon. Une fermière, je parle des livres. Je parle des livres. Une fermière ne parle pas comme quelqu'un de l'aristocratie. Ça, c'est très net, très très net. Chacun, et c'est d'ailleurs, ça donne une richesse incroyable. Alors, que votre arrière-grand-mère ait acquis ce langage, c'est parfait, mais dans la comtesse de Ségur, c'est pas comme ça. Chacun, les étrangers parlaient avec leur accent, une fermière a son langage, une aristocrate a son langage. Ce que je disais, c'est pas ça du tout. Ce que je disais, c'est que les enfants ne parlent pas enfants. Les enfants parlent au même niveau de langage que les adultes. Alors ce que vous me dites, qui est tout à fait exact, c'est si on parle bien aux enfants, ils vont bien parler. Je suis d'accord. Mais quand on voit à quel point elle est capable de différencier la façon dont les enfants, dont les personnages parlent, j'ai quelques doutes sur l'idée que Camille et Madeleine parlaient comme ça. Je pense que là, il y a véritable... encore une fois, c'est une hypothèse, j'ai pas de preuve, qu'il y a une intention de faire parler les enfants. Ça dit quelque chose de la façon dont elle envisage l'enfant ségurien. Voilà. Mais dans les livres, une fermière parle pas comme une aristocrate. Elle a son langage. Ça, c'est les clichés. Il y a des clichés incroyables. Naturaliste, réaliste, mais faux, complètement faux socialement. Pas exact, pas exact, ça dépend. Ça existe le mentor. De toute façon, ça ne regroupe jamais, c'est pas exact à 100%. Voilà. C'est quand même ce qu'elle voyait. Elle voyait que sa fermière parlait pas comme elle. Ça existe encore aujourd'hui. Évidemment. Dans les banlieues, on ne parle pas comme dans le 16e arrondissement, je suis désolée. Très retirés. Ils ont encore, peut-être pas un patois, mais un accent très fort. C'est la même chose. Non, mais regardez dans les quartiers. Même la syntaxe, en général, quand vous avez un patois, la syntaxe pure n'est pas là. Je sais pas. Écoutez, aujourd'hui, quand on veut qu'un jeune de banlieue trouve un boulot correct, on commence par lui faire
lui faire apprendre à parler le langage du 16e arrondissement. Enfin, je caricature, mais c'est à peine ça. Hein. Il perd son accent et il perd tous ces tics de banlieue. Hein, voilà. Déjà, si on arrive à ça, il va pouvoir se présenter pour trouver un travail sans être immédiatement ciblé. Et par contre, quand vous parlez du langage bébé qui existe aujourd'hui, qui n'existait pas, et que peut-être, ou qui commençait peut-être, je ne sais pas, à l'époque, et qu'elle a voulu un petit peu discrètement critiquer, je me souviens quand je l'ai lu en petite, puisque j'ai lu ça vraiment petite, ça ne me frappait pas, moi, la façon dont il parlait. Je pense que dans les années 50, on ne parlait pas comme ça. Absolument. Bébé, parce que ce langage me choquait absolument pas. Mais moi non plus, c'est en le relisant, là aujourd'hui, où je me suis dit, c'est quand même frappant. Et surtout, là où je m'en suis le plus aperçue, c'est en voyant les films ou les émissions de radio. Où tout d'un coup, je me dis, mais comment ils parlent ces enfants? Jamais un enfant ne parle comme ça. C'est parce que je l'entendais pas, parce que je le lisais. Mais effectivement, à la lecture, ça ne m'a absolument pas choquée. Mais dans les films, ça fait bizarre. Aucun enfant ne parle comme ça. Je dis pas qu'il fallait moderniser entre guillemets, ça n'a rien à voir. Ça m'intrigue de savoir pourquoi. Alors, dans la lecture, ça vous choque pas en fait. Pourquoi? Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est le style de dialogue qui rappelle le théâtre. Et du coup, on est habitué à ce niveau de langue. Absolument. Voilà. C'est ça. Non, mais vous avez raison. Voilà. Tout à fait. Vous avez raison. Et d'ailleurs, il y a des didascalies en plus. Paul. Quand on le lit, on se fâche. Quand on lit, en plus, il y a le nom de la personne qui Oui, parle. voilà. Donc, c'est vraiment un dialogue de théâtre. On lit comme une pièce de théâtre. Voilà. On n'est pas choqué du On ne tout. serait pas choqué sur les scènes, mais dans un film, il y a cette dissonance. C'est bien vu. C'est vrai, oui, tout à fait. Ouais, il ne faut pas l'adapter. Non, mais la seule crainte que j'ai, c'est que ça soit révisé, entre guillemets. Non, mais attendez, ils l'ont bien fait pour le Club des 5. Si c'est révisé, il n'y a plus rien. Le Club des 5 a été révisé, Martine a été révisé. Ah non, mais le Club des 5, c'est ce que j'ai entendu, je n'ai pas vérifié par moi-même. Ils ont enlevé le passé simple, c'est ça? Oui, c'est ça. Ils ont enlevé le passé simple. Du coup, les ventes ont chuté. Et ils ont remis le passé simple. Non, mais si on devait expurger la comtesse de Ségur, pour ne pas choquer les étrangers, les femmes, les enfants, les animaux, etc., il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Les clichés, etc., les micro-traumatismes et tout, c'est extraordinaire. C'est vous dire qu'aujourd'hui, ça apparaît quand même comme subversif. Par rapport à des normes. Je vous dis, il faut quand vous prenez François le Bossu, franchement, au début, vous dites, oh là là, c'est tellement catho, machin, etc., pas lire ça. Donc, il faut... vous pouvez apprécier, hein, pas du tout. Mais enfin, bon, voilà. Si vous n'êtes pas là-dedans, si vous voulez aller au cœur de l'affaire, il faut passer là-dessus et dépasser un petit peu ça. Oui, c'est que quand elle... Moi, je suis abonnée à la Croix. Je lis religieusement. Il y a toute une partie du journal que je ne lis pas, qui ne me correspond pas, etc., etc. Il y a des choses formidables. Voilà. Je suis gentille. Je lis la comtesse de Ségur comme la Croix. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Merci. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.